Vous pouvez me passer la bouteille de vin s'il vous plaît. Comme ça je me prends un petit stock avant de... Ah putain, mon micro sent le popcorn maintenant. Je sais ce machin. C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout? Mais dis-tu nos conneries? Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer? Vulgaire? Je trouve ça vulgaire. Oui, je trouve ça vulgaire. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe, à commencer par Juan. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien. Je te remercie de ne pas me poser la question, mais ça va. Du coup, Hicham, moi, comment vas-tu? Quoi? Très bien, et toi? Merci, ça va très bien. Camille. Oui, bonsoir. Ok, donc Attends, qu'est-ce qui se passe? ambiance chaleureuse, ambiance... Absolument. Elle a laissé tomber sa blague. Ah, Ok, très voilà, bien. il est passé où le suçage de boule là? Voilà. Ah non, c'est fini, j'en ai marre. Ah, c'est Ouais, rebelle. je suis partir maintenant, je reprends ma liberté. Ah, sympa, ça fait plaisir. Oui. Et avec nous aujourd'hui, on a une invitée, la personne de Mélanie. Comment vas-tu? Bonsoir, ça va et toi? Bah ça va, merci. Ah voilà, tu vois Juan, tous les autres ont demandé, sauf Moi Camille. je m'en fous, je t'ai demandé tout à l'heure. C'est vrai. Du coup Mélanie, comment ça va? Est-ce que tu te sens bien ici? Est-ce que tu as été bien accueillie? Oui, très bien. J'ai un petit verre de vin rouge, donc ça va. Ah super. Tu vois, on accueille bien. On essaye. Voilà, bah oui, on fait de notre mieux. Du coup, de quoi on va parler aujourd'hui? Tiens, bah on va commencer par moi, il me semble. Oui, c'est ça. Moi, Parce que- Attends, parce que faut savoir qu'aujourd'hui vous n'aurez pas votre demi-heure curative Ah, de Camille. oui. Voilà, Ouais. vous êtes libérés. Voilà. Mais on a trouvé quelqu'un d'autre en la personne de Mélanie pour un sujet historique. Tu nous diras après de quoi il s'agit. Du coup, donc pour ma part, je vais ouvrir cet épisode avec un sujet sur les Anonymous, plus particulièrement leur origine, un peu comment ils se sont créés et voir qui ils sont en vrai. Ça existe encore d'ailleurs les Anonymous? Bien sûr, bien sûr. Ça fait un bail qu'on en a pas entendu parler quand même. Si un petit peu. Bon, je vais en parler rapidement, mais un petit peu, tu verras. Ok. Après ça, Après c'est moi. Voilà. Moi je vais vous parler de saveur. Je vais vous parler de l'umami, c'était une requête d'un auditeur dont on n'a toujours pas le nom malheureusement, parce que c'était dans le sondage, on n'avait pas les noms, donc désolé, tu pourras te faire connaître. Manifeste-toi. n'hésite Voilà, pas. et je te ferai coucou virtuellement. Et on te met, en tout cas, on vous remercie parce que, encore une fois, on vous le répète, on a eu plein de sujets proposés. Donc c'était super cool. Après, ce sera Mélanie qui va nous parler de. Alors moi, je vais vous parler de la fin de la Reconquista en Espagne. Ah, top. Donc on aura on aura quand même notre demi-heure historique. J'ai hâte et je te surveille. Impression. Et on va finir par Hicham. Par un petit quiz sur les Disney. Enfin, les Ouh. contes originaux de Disney. Intéressant. Ça va être bien glauque. Qui a volé à qui? Oh oui. Et oui, Quelle belle-mère a tué qui? il y a beaucoup d'histoires de belle-mère. Eh oui, vous allez voir. Du coup, on va démarrer avec les On attaque. Anonymous. Hello, citizens of the world. N'importe qui. Un homme dans la foule. Le plus anonyme possible. Choisissez. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us. Ah, j'adore ce jingle. Magistral. Est-ce que vous avez reconnu la référence d'ailleurs? Laquelle? Il y en avait plein. Alors la première, c'est effectivement un vrai message des Anonymous sur une opération que j'ai plus en tête. Le dernier, c'est leur éternel We Are Anonymous, etc. La musique, est-ce que vous l'avez? V pour Vendetta. Ouais, pour Vendetta. Enfin, Ouais. le morceau original, c'est. Tchaïkovski. Voilà. Et je sais plus exactement lequel, mais bon, Tchaïkovski. Et le sample du milieu, la voix. Une personne dans la foule, n'importe qui. Mr. Robot. Non. Un petit indice, ça n'a rien à voir avec les Anonymous. Mais genre, Ah ouais, bah oui. Francis Cabrel. Non. c'est plutôt du style. Chez Mais- Mamie. Non, c'est le grand blanc avec une chaussure noire. Ah, T'as vu? je l'avais pas. Mais il s'appelle comment? Ok, j'y ai cru. Donc voilà, pour ma part, je vais vous parler des Anonymous, parce que c'est un groupe où il y a beaucoup de mystères qui règnent. Déjà, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Pour vous, quand on vous parle d'Anonymous, qu'est-ce que vous avez en tête? Pour vous, c'est qui? Qu'est-ce que ça vous C'est évoque? des rebelles d'Internet. C'est pas des gens à proprement parler en fait. C'est un groupe qui concerne pas des personnes en particulier. Toi, tu peux en être un. Enfin, tout Oui, le monde mais je peut suis quand devenir même une potentiellement. personne en particulier. C'est des Oui, geeks boutonneux non, parce avec que- des masques. Hein. Oh. Non, ce que j'entends, c'est que c'est des opérations. C'est pas un groupe en soi. C'est-à-dire que demain, tu peux faire partie d'une opération des Anonymous et le lendemain, Ah on oui. s'en fout quoi. D'accord. Il y a beaucoup d'autres choses. Emel, ça t'évoque quelque chose? Dénonciateur, notamment, je me souviens l'an dernier pendant les élections présidentielles en France. Mhm.
Très bien. Et putain, il y a plein de bonnes réponses, je m'attendais pas à ça. Attends. Cool. Désolée. Je pensais que vous étiez des grosses bouses. Non, parce qu'en fait, Anonymous, on a souvent l'image de hackers sans pitié qui font un peu n'importe quoi. Enfin, surtout hackers sans pitié. Et on va voir que c'est pas tout à fait ça. On va commencer cette histoire par les origines, par où c'est parti. On va commencer par 4chan. Est-ce que vous connaissez 4chan? Oui. La porte d'entrée de l'internet. Ah, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est? C'est ce que les gens qui connaissent, qui sont des utilisateurs chevronnés d'internet utilisent pour obtenir leurs informations fraîches. C'est un peu le maraîcher de l'information sur internet. Ouais, alors le maraîcher des comment dire, Il y a de tout et de n'importe quoi. Ouais, dessus. voilà. Voilà, donc c'est en fait, à la base, 4chan, c'est un forum d'échange sur Internet qui a été créé en 2003 et qui est très très simple, vraiment c'est basique et il existe encore aujourd'hui, vous pouvez aller dessus. C'est visuellement très très moche et c'est ce qui a fait sa renommée, on va dire, sa simplicité. Forum avec zéro déco, quoi. C'est 4chan. 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 CHAN. Ok. Et donc le principe c'est très simple, c'est échange de messages et d'images. Il n'y a pas d'interface de ouf, c'est aussi simple que ça. À la base ça a été créé pour échanger des messages, échanger sur les mangas et les animés, et puis ça s'est diversifié. Donc au fil du temps il y a de nombreux chaînes qui se sont créés pour sciences, bricolage, pour demander des conseils sur sa vie, pour plein de choses, et notamment des chaînes beaucoup plus controversées dont le but était uniquement de choquer. Donc c'est un peu ce qui a fait la renommée de 4chan, c'est que c'était un espace qui était absolument libre, et c'est ce qui a plu à la communauté, c'est qu'il n'y avait pas de censure, il y avait très peu de modération, voire pas du tout de modération, et les gens pouvaient demander n'importe quoi, poster n'importe quoi. Ce que j'aime bien pour l'expliquer, excuse-moi, c'est que Facebook typiquement c'est la poubelle d'internet, c'est-à-dire là où les informations finissent en dernier. Donc quand tonton machin te partage une image rigolote sur Facebook, tu peux être sûr qu'elle est rentrée par 4chan, puis elle est passée par 9gag et ce genre de trucs, puis Twitter, puis machin, elle finit sur Facebook et après elle tombe dans l'oubli. En gros. Ok. Mais quand tu parles de chan, c'est quoi? C'est vraiment un forum en fait où tu postes juste des messages. D'accord, ok. C'est un peu comme Reddit. Ouais, voilà. Chan c'est pour channel. Ouais, exactement. D'accord, ok. Exactement, et à l'époque en fait il y a une très forte communauté qui s'est créée, c'est des gens qui échangeaient de manière vraiment quotidienne dessus, et il y a beaucoup de nouvelles références qui sont créées, des nouveaux mèmes, des nouvelles blagues, et ils avaient un certain amour de la blague potache, on va dire. Au minimum. Donc ce qui a vraiment renforcé la communauté 4chan, c'était le fait qu'il n'y ait pas de censure et qu'ils puissent partager à peu près n'importe quoi, même des choses choquantes, et c'était un de leurs petits plaisirs. Faut savoir qu'il y a une blague qui a commencé à prendre de l'ampleur autour de 2006, on ne sait pas exactement quand, mais dans ces eaux-là, c'est que sur 4chan on pouvait échanger de manière anonyme, et quand on postait un message en tant qu'anonyme, donc en précisant pas son nom, le message était marqué sous l'auteur Anonymous. Et il y a un mec qui s'est dit, imaginez, ça se trouve là, tous les messages qu'on échange, c'est juste un seul mec. Un mec qui est Anonymous. Voilà, c'est un seul mec qui a écrit tous ces messages tout seul et qui s'appelle Anonymous. Et c'est ce qui a créé le nom du collectif en fait. Ils se sont dit, ça se trouve, c'est une entité, une globalité, un truc organique qui s'appelle Anonymous. Donc voilà, c'est parti d'une blague à la base. Donc c'est là que le nom s'est formé. Faut savoir qu'à l'époque, comme je disais, c'était un peu la maison du prank, 4chan. Ils aimaient beaucoup faire des grosses blagues vraiment vaseuses, un peu lourdes. Une de leurs blagues un peu malsaines et la plus connue, c'était d'aller par exemple sur un jeu multijoueur en ligne pour des ados en gros rendre impossible, ça c'était Abo d'ailleurs pour ceux qui veulent la référence, et bloquer l'entrée de la piscine en mettant le message. Alors c'était quoi déjà le message? Pardon. Donc voilà, il bloquait l'entrée de la piscine et c'était marqué fermé à cause du sida. Donc sur un jeu pour ados, voilà, c'était fin, c'était léger, c'était sympa. Donc ils avaient vraiment la culture du troll et des grosses blagues, des trucs un peu lourdeaux, mais ça les faisait beaucoup rire. En fait, ils aimaient choquer. Cette culture de troll, ils ont pu l'aiguiser au fil du temps, et là on va pouvoir passer à Al Turner. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Le nom, oui. Al Turner, en fait, c'est une des premières victimes des Anonymous. C'était fin 2006. Al Turner, en fait, c'était un suprémaciste blanc. Qui avait la particularité d'être un gros enfoiré, suprémaciste blanc, raciste, néo-nazi, et il était animateur de sa propre radio, sa propre web radio, et c'était en fait pour eux la cible parfaite, parce que c'est un mec qui racontait des conneries en ligne et il voulait le faire chier. Il est parodié dans le film Imperium avec Daniel Radcliffe, si vous voulez en savoir plus, sans trop vous fatiguer. Effectivement. Tu vas voir qu'il y a pas mal de similitudes, tiens, je vais en parler d'ailleurs. Très bonne référence. Donc en fait, ils ont commencé à lui faire des blagues au téléphone, parce que le mec avait un standard où il prenait des appels, ils se sont mis à l'appeler, raconter des conneries, etc., commencer à le faire chier. Ils se sont mis à lui faire des livraisons en masse, donc à lui faire livrer des pizzas, lui faire livrer des prostituées, lui faire livrer du matériel de chantier, qu'il a parfois dû payer de sa poche, ce qui a contribué au fait de le ruiner. Ils ont commencé à organiser des attaques DDoS. Donc attaque DDoS, on va beaucoup en parler. Est-ce que quelqu'un peut expliquer ce que c'est? Moi, oui. Toi aussi? Oui. C'est vrai, on fait ça à deux. Allez. Énormément d'utilisateurs qui surchargent un serveur afin de
bloquer La connexion d'internet. à ce service. Oh, très bien. Putain, je m'y Ouais. attendais pas du C'est tout à ça. très Bien magnifique. joué. Magnifique. Belle collaboration. Voilà. Donc en fait, c'est le fait d'envoyer beaucoup de requêtes à un site, un serveur, une application pour comme on dit, dénier le service enfin, en anglais. C'est comme si t'as une boulangerie et qu'il y a 200 personnes devant la porte, bah tu peux Ouais. pas rentrer dans la boulangerie. C'est une sorte de manifestation en ligne, peu de choses près. Belle analogie. Merci. Donc ils sont mis à faire des attaques de déni de service, déjà pour rendre son site indisponible, et ils ont ensuite fait appel à des hackers pour pirater sa boîte mail, et ils se sont aperçus que c'était un indique du FBI en fait. Comme dans Imperium. Et quand ils ont découvert ça, en fait lui ça lui donnait une super mauvaise réputation dans son milieu de suprémaciste, parce que c'était quand même assez mal vu d'être un indique du FBI. Sans déconner. Donc avec tous les coûts qu'ils ont engendrés, avec les dénis de service, avec le matériel de chantier livré, etc., le mec a dû fermer sa web radio. Donc victory pour les Anonymous. Et ça a pris quand même énormément sur les indices du FBI au grand public, parce que tu vois un suprémaciste blanc qui a sa web radio, machin, qui propage en gros de la haine, et tu apprends que c'est un indice du FBI. Ah, j'avoue. Ok. Ouais. Bah Ouais. parce que le cadre De légal... faire un panel, quoi. Le Ouais. cadre légal est assez compliqué, surtout aux US où il y a la sacro-sainte liberté d'échanger et tu peux pas forcément l'attaquer pour ça, mais tu peux essayer de le faire flipper et d'essayer d'investiguer le truc par l'intérieur. Donc cette action en fait c'est une des premières des Anonymous, surtout ça a fait apparaître les Anonymous comme une organisation militante pour la première fois et de fait ça a attiré d'autres militants. Donc c'était un début de transformation de l'organisation Anonymous qui était à la base juste des blagueurs qui envoyaient des pizzas et des Et roquettes. ça a quoi. galvanisé une blague de merde. Ouais, en et un ça- truc beaucoup plus gros. Et ça, c'était pas un début de crise, mais ils étaient pas forcément prêts pour ça parce que il y avait le camp des blagueurs et le camp des mecs qui disaient tiens, on va faire un truc utile. Et en parlant de truc utile, on va passer à la deuxième opération. Là, je vais vous lister, mais vous parler de quelques-unes des grosses opérations des Anonymous. Parce qu'effectivement, ça fonctionne par opération, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ça, c'est le Project Chanology. C'est vraiment le truc le plus iconique des Anonymous qui les a révélés au monde entier. Ça date de janvier 2008, c'est date des premières attaques. Et en fait, ça coïncide avec la sortie d'une vidéo de Tom Cruise qui vantait les mérites de la scientologie. Ouais. Et en fait, ça a fait le buzz parce que tout le monde se foutait de sa gueule parce que la vidéo était un peu ridicule. Sauf que la scientologie a répliqué à grands coups d'avocats et ils ont fait retirer toutes les vidéos sur tous les sites avec des menaces, etc. Je vous renvoie à la saison 1 de Pardon Mam. Eh oui, tout à fait. Où Juan a fait un sujet sur la scientologie. Là, les Anonymous n'étaient pas du tout d'accord, parce que comme je vous ai dit, eux, c'est des gros blagueurs, et en gros, ils ont dit, ils vont pas nous priver d'une bonne blague, en plus, liberté d'expression, on fait ce qu'on veut. Donc, ils se sont lancés pour essayer de publier un maximum cette vidéo, sauf que les avocats étaient vraiment trop rapides, donc à chaque fois qu'elle était mise en ligne, elle était retirée. Il y a quelques personnes qui ont un peu répondu à l'esprit de rébellion des Anonymous, comme le site Gawker, G-A-W-K-E-R, qui est toujours en ligne, qui est, il me semble, un site d'information, mais je suis pas très sûr, je connais assez mal cette référence. Mais lui, il a décidé de refuser, il a refusé de céder à la pression, et il a mis en ligne la vidéo sur sa page d'accueil, en précisant bien, en gros, qu'il refusait de répondre au courrier des avocats. Donc ça, c'était le début de la rébellion. Petite question, pourquoi les Anonymous sont attaqués à la scientologie ? C'est simple, c'est assez simple. La scientologie, c'est fermé, c'est secret, ils manipulent les gens, ils utilisent la censure, ils sont sérieux, et c'est tout le contraire des early Anonymous. Donc ils se sont dit, nique leur race, on va les défoncer quoi. Là, c'est le début des attaques. Donc ça a commencé toujours avec une haute technologie, les pizzas. Donc ils se sont mis à livrer des pizzas en masse dans les centres de recrutement de scientologie, à surcharger les standards avec des appels, etc. Ça, ils ont pas mal réussi. Et après, ils sont passés à la vitesse au-dessus avec le LOIC. Donc, c'est pas une arme bretonne, rien à voir. LOIC, c'est Low Orbit Ion C'est une Cannon. histoire de satellite. Pas du tout. Non, En le fait, logo, c'est un satellite. ouais, c'est un satellite parce qu'en fait, c'est une référence au jeu Command & Conquer où c'était une arme du jeu. Donc, c'était D'accord. une espèce d'arme ultime. Et en fait, le LOIC, c'est un outil de DDoS où c'est du DDoS simplifié. Il suffit de rentrer l'adresse du site qu'on va attaquer ou du serveur qu'on va attaquer et ça envoie des centaines de milliers de requêtes. Et du coup, ça aurait permis, comme on disait tout à l'heure, à Hicham de devenir Anonymous pour un jour. Il avait Et- juste à installer Loïc et à mettre un truc et. Ouais, voilà. L'idée, c'est de pouvoir contribuer à l'effort de guerre et je reparlerai un petit peu après de leur méthode, mais au début, c'était très simple et ils comptaient sur la masse, en fait, sur les contributions des gens. Mais je veux pas sauter un pas, mais je crois que ça s'est un peu retourné contre eux parce que du coup, il y a un peu des n'importe qui s'y sont mis sans avoir une connexion protégée et machin et qui se sont retrouvés avec des procès au cul. Ouais. Alors, ouais, on peut en parler rapidement. Il y en a plusieurs, effectivement, qui ont fini soit en procès, soit vraiment en tôle. Donc, ils ont vraiment fait de la Carrément. prison pour Ouais, ça. il y a un mec qui a fait 2 ans de prison, un truc comme ça. Ouais. à cause de ça, ouais. 2 ans de prison, interdiction d'utiliser du matériel informatique, d'accéder à Internet, c'est vraiment des grosses peines. Et ça vient en partie du fait qu'on comprend mal en fait les outils qui sont utilisés et c'est très facile de les déformer. La loi était, en tout cas à l'époque, ça date de 2008, c'est ça, a été assez vaseuse à ce propos-là. Donc les premiers mecs déjà avaient pas forcément conscience de ce qu'ils faisaient.
andouillés. Et puis, la plupart, en tout cas de ceux qu'on entend témoigner, sont quand même fiers de ce qu'ils ont fait et le referaient sans aucun doute. Donc c'est assez beau. Ah oui, c'est beau. Ah, c'est magnifique. Une fois ces attaques lancées, là on a quelque chose encore une fois de beau, d'iconique. Le 21 janvier 2008, c'est la parution de la première vidéo au nom des Anonymous, où ils dénoncent en fait, ils annoncent qu'ils vont attaquer l'église de Scientologie, qui sont contre tous leurs agissements, toutes leurs agissements, mensonges, manipulations, tout ce qu'on disait avant. Et c'est la première fois qu'on peut entendre ces mots: We are Anonymous, we are Legion, we do not forgive, we do not forget, expect us, qu'on a entendu à la fin du jingle. Donc ça, ils avaient déjà leur masque et tout. Ça va venir après. Non, pas encore. Ouais. C'était le costard, il me semble. T'avais quand même le costard avec. Pas la encore. En fait, sur cette vidéo, c'est un espèce de paysage avec un ciel et où les nuages passent. Et tout le long de la vidéo, c'est ça. Oui, c'est vrai. Je vous conseille de la revoir. D'ailleurs, c'est assez émouvant. Et c'est la première fois qu'ils s'exprimaient de cette manière officiellement. Juste après ça, ils ont publié une deuxième vidéo qui était un appel aux armes en fait, où ils encourageaient les gens à venir militer avec eux et à venir s'exprimer pour la protection de la liberté. Donc c'était un appel à la population pour venir les aider. Et la troisième vidéo, enfin c'était un appel à la population mais surtout pour militer. Il leur disait à tel moment, tel jour, on va militer devant les églises de Scientologie. Et la troisième vidéo, c'était un code de conduite qui disait typiquement n'apportez pas d'armes, couvrez-vous le visage. Et la couverture du visage, il y a eu beaucoup de personnes qui ont utilisé le fameux masque des Anonymous. De Guy Fawkes. Ouais, exactement, qui est une référence au 5 novembre. Oui, voilà, V pour Vendetta et 5 novembre avant V pour Vendetta a été fait avant la première intervention des Anonymous, je me souviens pas. Oui, mais parce que c'est issu d'un roman graphique en fait. V pour Vendetta, c'est un roman graphique. C'est Frank Miller, c'est ça j'ai plus oui, c'est possible, okay. Mais... Non, je pensais que ça avait été inspiré par Guy Fawkes, mais en fait c'est inspiré par V pour Vendetta. En fait, c'est le personnage de V qui s'est inspiré de Guy Fawkes. J'en parlerai un petit peu après. Je me suis fait des nœuds. Donc ça voilà, en gros ils leur ont dit tel jour on va manifester, masquez-vous le visage. Excuse-moi, on n'a pas expliqué, mais Guy Fawkes c'est le mec qui a essayé de faire péter le parlement anglais. C'est pour ça que j'ai dit que je l'expliquerai après. Ah pardon. Il est chiant ce gars là. Ta gueule. Mais je suis investi, d'accord. Non mais t'as raison, c'est pas très grave. Donc à la base les gens se sont masqués le visage, mais pas forcément avec des masques de Guy Fawkes, mais il y en avait beaucoup. Et le résultat donc de cet appel en fait, ils s'y attendaient pas du tout. Ils s'attendaient à avoir 10 pélos dans 2-3 villes du monde. Et en fait, dans les plus grandes villes du monde, il y a eu des centaines de personnes, enfin des dizaines et des centaines de personnes qui sont venues manifester, et c'était un déferlement totalement inattendu. C'était une des premières fois que la communauté se retrouvait en vrai en fait. 4chan existait depuis déjà 5 ans, et c'est la première fois qu'ils se retrouvaient en vrai, et ça a fait vraiment un énorme buzz. Les gens se sont retrouvés dans la rue, ont manifesté, ont clairement exprimé leur haine vis-à-vis des scientologues. Surtout si j'ai pas de bêtises, il y avait quasiment pas de casseurs, de trucs comme ça s'est passé hyper bien, ouais. Et du coup ça a contribué à donner une bonne image en fait à Anonymous. Ouais, c'était extrêmement pacifiste, même si en parallèle il y avait toujours des attaques de hacking, de DDoS, etc. Mais voilà, les gens se tenaient beaucoup dans la rue, c'était pas du tout des casseurs comme tu dis, et c'est une belle opération. Donc de nos jours, l'opération Chanology existe toujours dans une certaine mesure parce que c'est une opération comme une autre, donc il y a des personnes qui la relancent de temps en temps, mais voilà, c'était leur première vraiment grosse opération commune. Pour se lancer dans le game quoi. Voilà. Ouais. Maintenant je vais vous parler d'une autre grosse opération, OP Tunisia. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Oui, c'était pour le printemps arabe. Ouais, ça c'était en 2011. En fait, il y a eu une révolution en Tunisie et pendant cette révolution, le président Ben Ali, qui était le président à l'époque, a décidé de censurer l'internet tunisien, donc à la fois de filtrer le contenu et à un moment, quand ça commence à déraper, de couper totalement l'internet en Tunisie. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il n'y avait plus du tout de réseau qui passait en Tunisie. Il y a eu la même chose en Algérie il n'y a pas si longtemps que ça. Ils ont coupé le réseau en Algérie. Ils avaient dit c'est pour pas que les élèves trichent au bac. Exactement. C'est mignon. Il y a un truc en cours en Russie aussi en ce moment d'ailleurs, affaire à suivre. Ah, je ne savais pas. Ils faisaient une affaire de censure avec des prostituées et des ministres en Russie. Ils ont menacé, parce que les gros réseaux sociaux voulaient pas retirer la vidéo, de potentiellement les couper en Russie. Ah oui, avec la nana sur Instagram, non ? C'est ça. Ouais. Enfin, affaire à suivre. Ouais, on vous transmettra des sources sur du coup, donc, suite à ça, forcément, les Anonymous ne pouvaient pas ne rien faire, ne pouvaient pas rester sans agir, parce que pour eux c'était une atteinte à la liberté d'expression. Donc ils sont venus en aide à ces populations de plusieurs façons. Ils ont diffusé des tutoriels permettant d'utiliser des outils de cryptage pour contourner le filtrage quand internet était toujours genre des VPN.
Ouais, VPN plus cryptage pour pas qu'on puisse reconnaître les messages qui étaient envoyés et que les personnes, que les émetteurs du message soient. Voilà. En fait, ils ont fait, je crois, une chaîne de mail avec un PDF, un espèce de tuto avec des jolis des petits dessins qui t'expliquaient comment tu pouvais foutre une antenne et machin. Enfin, il y avait vraiment des tutos pour les outils. Ils ont mis en place des réseaux parallèles quand l'internet a été coupé. Donc comment utiliser les réseaux satellites, les numéros, parce que internet ça passe par le téléphone. Donc ils ont mis en place des réseaux où il suffisait d'appeler tel numéro pour accéder à internet et pouvoir s'exprimer. Donc là, le but c'était de permettre aux populations de s'exprimer, de faire un retour sur ce qui se passait sur place. Donc les Anon ont aussi envoyé des personnes sur place, soit ils en avaient déjà, soit ils en ont envoyé. Et il y a aussi eu des diffusions de tutos de survie, anti-lacrymo, anti ce genre de choses, comment faire un bandage, enfin voilà. Et diffusion de kits de premiers secours. Donc ils ont commis une action très loin d'être négligeable et on trouve d'ailleurs des vidéos sur internet où il y a des groupes tunisiens qui tiennent des masques d'Anonymous et qui remercient les Anonymous. Ouais, j'avais déjà vu, je savais pas que c'était eux, je pensais que c'était juste un masque qu'ils avaient chez eux quoi. Non. Et en leur disant merci pour ce que vous avez fait, c'est en partie grâce à vous. Et ils leur disent aussi un truc du style, en gros on vous en doit une, on s'exprimer du style, vous inquiétez pas, on prend soin de vous si vous arrivez une merde quoi. Ouais. Donc j'ai trouvé ça assez beau, c'est une belle preuve d'humanité. Voilà. Maintenant une petite opération qui va plus vous parler, l'opération Charlie Hebdo, janvier 2015. Ils sont faits. Ouais. Mais oui, ils avaient pas fait des trucs contre Daesh. Enfin, ils ont pas intervenu. Ils sont intervenus plusieurs fois contre Daesh. Il y a eu plein d'interventions. Twitter. Twitter et pas que. En fait, c'est une vidéo vachement touchante, émouvante, surtout quand on est français, mais où il y a un Anonymous du coup qui s'exprime avec le masque et la voix. Oui. Et ils disent que ils condamnent absolument ce qui s'est passé, en gros, ils rendent hommage au travail de Chabus, Carb, etc. Mais c'est pas dans cette vidéo-là où ils sont un peu en mode nous vous traquerons, nous vous trouverons. Oui, c'est ça. Il y a un petit côté Tekken, je crois. Bon chance. Et surtout, je trouvais ça super beau qu'ils citent les auteurs et qui reconnaissent leur travail et qui disent on s'est toujours battu pour défendre ça. Enfin, c'était super beau. Donc, ils se sont dit qu'ils lançaient une opération contre les sites de propagande ou qui font l'apologie de la violence ou du terrorisme. Donc, leur méthode, leurs actions, c'est de révéler les comptes déjà premièrement, parce que le fait de révéler les comptes, ça permet de les signaler rapidement. Ils ont aussi, je reprends mes sources. Donc ils ont encouragé les signalements. Ils ont aussi fait des attaques DDoS pour mettre hors service certains sites qu'ils avaient reconnus comme servant à des échanges de messages, etc. Et voilà, vous voyez le genre d'actions qui peuvent entreprendre en fait tout simplement. Dans le même genre, je crois que c'était entre la scientologie et le printemps arabe, il y avait eu Wall Street aussi, non? Occupy Wall Street. Oui, ils ont. C'était aussi Anonymous qui avait fait ça, je me souviens pas. Ils ont soutenu Occupy Wall Street effectivement. D'accord. Et là, j'ai passé sur des petites opérations. Non, elles sont importantes, mais j'ai passé plus rapidement parce que vous voyez un peu le principe. Il y a eu une opération, celle-là elle me fait rire, mais l'opération Titstorm. Tempête de tétons. Ouais, c'est ça. En février 2010, en fait, ils ont lancé des attaques contre les institutions du gouvernement australien après qu'il y ait une proposition de loi pour filtrer le contenu de sites web pour retirer la pornographie. Alors, c'est pas qu'ils sont spécialement pour la pornographie, mais le fait, encore une fois, de filtrer Internet, c'est contraire au principe d'un Internet libre. Oui. Et pour cette opération, c'est assez rigolo parce que à l'époque, des grands acteurs comme Google et Yahoo étaient aussi contre ces mesures. Donc, encore une fois, les Anonymous ne sont pas que des méchants. Tu vas parler de la neutralité du net ou pas? Non, là je vais essayer. Est-ce qu'on a 4 heures là? Là, vu le chrono, j'ai quand même construit. Moi je veux dire, vous avez tout le temps de mes chroniques, les gars, donc lâchez-vous là. Non, mais ça va. J'avais 1h20 en plus. Ils ont fait des actions en fait lors de l'annonce du Sénat américain. Là, j'en ai pas en particulier, mais je pense que je ferai un sujet spécialement sur la neutralité parce que je pense que c'est assez costaud. Mais je crois pas qu'il y ait eu d'intervention, en tout cas marquante, d'Anonymous par rapport à la neutralité. Il y a Banksy qui a fait un tweet, mais Anonymous. Alors si Banksy a fait un tweet, on ne dit plus rien. Non, mais je pense que je ferai un sujet à part parce que les concepts sont pas si faciles, je pense. Surtout les implications sont pas si faciles à capter. Qu'on fasse venir Corben, si tu nous entends. Ah bah voilà. Viens, rejoins-nous. Nous sommes pas Anonymous, nous ne sommes pas Légion non plus, mais viens. Donc ça, c'est Légion des fois. Quand même. Ça, c'est l'opération Titstorm. Une dernière qui est aussi assez importante, c'est l'opération Payback, donc représailles. En 2010, le début de l'opération Payback, ça peut paraître anodin, mais en fait c'est une entreprise indienne qui a effectué des attaques DDoS contre des sites de torrents qui voulaient pas retirer des contenus protégés. Et les Anonymous se sont dit laissez-nous tranquilles, donc ils les ont déboîtés et ils ont aussi arrosé au passage des acteurs mondiaux de l'industrie du cinéma.
Donc ça peut paraître anodin, mais en fait le sursaut de l'opération Payback, c'est fin 2010, quand Julian Assange, fondateur de Wikileaks, il s'est fait couper les vivres par des grands acteurs, il s'est fait geler ses comptes, il y a PayPal et Mastercard qui l'ont empêché de recevoir des dons, donc ça l'a vraiment mis dans une merde noire. Là, les Anonymous se sont dit shit, lui il est là pour partager des informations, parce que pour rappel Wikileaks il diffuse des câbles diplomatiques, donc des informations qui sont certes sensibles et on fera peut-être un sujet sur les whistleblowers d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et donc voilà, ils ont du coup lancé des attaques sur PayPal, Mastercard et d'autres grands acteurs. Et ils ont notamment, il y a des choses qu'ils ont ratées. Au moment, ils voulaient faire tomber Amazon et ils n'ont pas du tout réussi. D'ailleurs, ils n'étaient pas d'accord entre eux à l'époque. Mais ils ont réussi à faire tomber PayPal, par exemple, pendant 1 heure ou 2, il me semble, ce qui leur a fait perdre plusieurs millions. Donc c'est quand même, ça peut avoir l'air bête de faire des attaques DDoS, mais ça peut avoir des impacts assez forts. Un jour, j'ai perdu plusieurs millions, j'étais dégoûté. Et Assange a récupéré de l'argent ou pas Alors j'ai pas la fin, mais effectivement, maintenant, il me semble qu'il a trouvé d'autres moyens de récolter des fonds, parce que sinon, il serait pas dans une telle merde. Oui, maintenant il invite des gens chez lui pour des repas en tête à tête et il fait payer, je crois. C'est lui qui est en Russie, non? Assange, non, c'est pas il est pas en Russie, non. C'est une petite ambassade. Colombie. Non, Équateur, non? C'est pas un truc comme ça? Je sais plus. Je confonds toujours entre Assange et. Il est au soleil, quoi. Ah oui, Snowden. non, il est en ambassade. Un beau résumé. Snowden, je les confonds toujours. Snowden était en Russie. Snowden, c'est celui qui a les cheveux blancs, longs et qui est accusé de viol en Suède. Mais ça n'empêche pas le. C'est Assange, ça. Assange, bah oui. Du coup, très bien, j'espère que je t'ai bien embrouillé. Vas-y, allez, on avance. Si je dis pas de renseigne. bêtises, Snowden, ancienne CIA, en tout cas intelligence américaine. Snowden, il a créé Wikileaks, donc diffusion de. Non, c'est l'inverse du coup. Non, Assange, Wikileaks, Snowden, CIA, voilà. Super. Allez, on continue. Donc là, je vous ai parlé de quelques opérations pour vous montrer ce qu'il pouvait entreprendre et montrer ce qui les motivait. Maintenant, on va parler rapidement du masque de Guy Fawkes. Donc, c'est effectivement un masque qui est porté par Guy Fawkes. Guy Fawkes, Pierre. Porté par V dans le film V pour Vendetta. Donc Guy Fawkes, c'est un révolutionnaire catholique qui a vécu fin 16e, début 17e, et il a été, je vais vous passer ses actions parce que ça pourrait faire un petit sujet à part entière parce que c'est assez intéressant. Il a été condamné à pendaison et à l'écartèlement, et en fait juste avant son supplice, il s'est jeté de l'échafaud pour se donner la mort et éviter qu'on le déboîte. Voilà. Donc classe jusqu'au bout. Je trouve ça plutôt rigolo parce qu'un échafaud c'est pas très haut. Non, il s'est juste pété la cheville, après il s'est fait écarteler. Ça fait maximum 2 mètres. Ouais, mais il s'est pété la nuque, tu peux te péter la nuque à 2 mètres d'eau. Il a fait un backflip raté. Faut vraiment te dire j'y vais la tête en avant. Sachant qu'il était torturé depuis déjà très longtemps, donc je pense qu'il devait pas être bien fringant. Il a dû dire genre. Il a raté son backflip. Donc. Ouais. Donc Guy Fawkes en fait c'est beaucoup utilisé, c'est utilisé par certains comme le symbole d'une personne prête à mourir pour ses idées. Et maintenant on va venir à une dernière question, une dernière partie. Qui sont les Anonymous et comment sont-ils organisés? Donc les Anonymous, ils sont souvent associés au hacking et à la cybersécurité, mais comme on a vu, c'est avant tout des militants et des défenseurs de la liberté, et plus particulièrement de la liberté d'expression. Ce sont des militants qui manifestent et qui battent le pavé, que ce soit sur internet ou dans la rue, comme ça s'est déjà vu. Ce ne sont pas forcément des experts en informatique, même si avec le temps, ils ont fini par certainement s'entourer de personnes qui étaient compétentes et qui je pense qu'il y a des permanents plutôt balèzes. Ouais, en tout cas des amis assez fidèles qui font des trucs assez cool. Les Anonymous, c'est pas forcément un groupe, mais c'en est parfois un. C'est assez contextuel et donc ça désigne pas un groupe de personnes en particulier et Anonymous qui veut, mais c'est une sorte de mouvement citoyen qui est étendu au monde entier et qui est décentralisé. Il n'y a pas de chef global et les membres de cette organisation gardent leur identité secrète pour des raisons évidentes. Mais il y a quand même une forme de noyau dur. Justement, non. C'est issu de absolument rien, mais les noyaux, justement, c'est exactement ce que je veux dire. Il n'y a pas un leader, mais en fait, il y a des noyaux qui peuvent émerger, des coordinateurs qui peuvent émerger au sein des opérations. Le temps d'une OP, quoi. Ouais, il y a des gens qui disent, si on montait cette opération, effectivement, là, il y a des coordinateurs. Leurs actions peuvent être controversées. Parce que forcément il n'y a pas de leader, donc un groupe d'Anon peut peut condamner ce qu'un autre groupe fait. Forcément ils s'entendent pas entre eux, donc. J'ai toujours l'impression, des exemples que tu as donnés en tout cas, ils défendent toujours une belle cause. Bien sûr. Ah oui, généralement c'est pas des. Bien sûr, mais en tout cas les médias ou d'autres acteurs politiques peuvent leur donner une mauvaise image, mais parfois il y a des trucs du style, j'en parlais pour l'opération Payback, il y a une partie des Anonymous qui voulait faire tomber Amazon, en tout cas faire des nids de service sur Amazon, et il y a une autre partie qui a dit non, on n'a rien à faire contre eux. J'ai pas encore reçu ma BD moi. Donc ils peuvent ne pas être d'accord entre eux en fait sur tout ça. D'accord, ok. Et petite analyse perso en tout cas, et je trouve que ça les représente bien. Les Anonymous en fait ce sont ceux qui acceptent de risquer leur liberté pour défendre celle des autres. Wow. C'est beau. Maintenant je vais conclure rapidement. Vous pouvez trouver plusieurs groupes d'Anonymous sur internet, des comptes Twitter, des blogs, etc. Donc ils sont tous
j'allais dire plus ou moins officiels, non, il n'y en a aucun qui est officiel, mais ils sont tous plus ou moins suivis avec des informations plus ou moins justes. Et il y a notamment un compte Medium, donc Medium c'est un site où vous pouvez publier des articles, qui est suivi par plus de 50 000 personnes, donc c'est déjà un petit nombre, et qui est notamment relayé par un compte Twitter Anonymous avec 1,6 million d'abonnés. Donc c'est un compte relativement sérieux, on va dire. Et d'ailleurs, ils disent sur ce compte Medium dans un article qu'ils ne représentent pas tous les Anonymous, ils ne représentent qu'une partie et ils agissent comme bon leur semble, étant donné qu'ils n'ont pas de chef. Et pour finir, pour conclure là-dessus, je vais vous lire la fin d'une lettre ouverte qu'ils ont écrite pour Noël 2016, que je trouvais super touchante. Donc j'ai traduit en français bien évidemment et j'ai un petit peu arrangé pour que ce soit plus lisible en français, mais allons-y. Donc il disait: nous voulons que vous perceviez les grandes lignes d'une société juste et pacifique à la réalisation de laquelle tous ont la responsabilité de contribuer par tous les efforts possibles. Bâtir cette société exige un engagement sans réserve pour éliminer non seulement la discrimination évidente, mais aussi tous les obstacles qui divisent les groupes, les tribus, les communautés, les collectifs et les minorités. Enfin, nous croyons que ces objectifs peuvent être atteints sur la base d'une sensibilisation accrue. Élargissons notre perspective pour inclure le bien-être du monde entier et de ses générations futures dans notre vision de la prospérité et de la liberté. Ce message s'adresse à toutes les personnes ordinaires, la majorité, la minorité, spécialement à ceux qui se sont battus cette année pour leur liberté civile, aux natifs américains, aux Tibétains, aux Africains, à la communauté des lanceurs d'alerte, aux chercheurs, aux journalistes et aux médias indépendants, aux mouvements sociaux qui prennent de l'ampleur chaque jour. À la résistance, joyeux Noël, nous sommes Anonymous, nous sommes Légion, nous ne pardonnons pas, nous n'oublions pas, redoutez-nous. Intéressant. Et très intéressant. J'espère. Et je vous avoue que ce petit message que je viens de vous lire, le soir où j'ai découvert, je l'ai lu honnêtement entre 5 et 10 fois. Mais non, mais je l'ai trouvé super beau. Et c'était, pour moi, ça représente... ça contrebalance le côté dark qu'on leur donne, c'est des putains d'humanistes, des putains de militants, et je trouve ça super beau ce qu'ils défendent. La seule problématique que je trouve avec ce groupement Anonymous, c'est que du fait que ce soit anonyme, il y a énormément de vidéos, de trucs qui sortent, qui sont pas légitimes, qui font quand même du bruit, parce que la presse traditionnelle connaît pas forcément le fonctionnement et va relayer ça en disant « Ouah, Anonymous va attaquer, je sais pas, Harvey Weinstein par exemple ». Oui, bien sûr. Alors que il n'y a pas d'opération en cours, c'est juste 3 pélos qui ont fait une vidéo sur YouTube, qui l'ont mis en ligne sous le sigle Anonymous. Mais c'est ce qui est compliqué, et d'un certain côté, ce sont aussi des opérations d'Anonymous, et là je vous ai parlé que de grosses opérations que j'avais sélectionnées, mais il y en a encore beaucoup aujourd'hui. Là il parlait des natifs américains, ils leur ont porté soutien et qu'ils ont refusé d'ailleurs, enfin qu'ils ont finalement refusé, mais il y a des dizaines d'opérations d'Anonymous qui existent, et c'est pour ça que c'est toujours actif, faut juste chercher et vous trouverez des informations qui vous intéressent. Et il y a un très bon film, je crois, sur Netflix qu'on peut trouver facilement. Oui, alors voilà, j'ai oublié de vous en parler. Il n'est plus sur Netflix parce que j'ai voulu le revoir, mais vous pouvez le trouver sur YouTube. Très bien. YouTube est sous-titré en français. De manière parfaitement illégale, donc je ne sais pas, parce que si vous allez sur un des sites les plus reconnus, genre Anonymous France ou un truc comme ça, il le link en fait. Oui, en même temps, mais oui. Voilà, je ne sais pas si c'est légal ou non, mais par contre, c'est vraiment un documentaire fou. Vous voyez les personnes qui étaient là au début pour les premiers trucs, un des mecs du premier board de Chanology, ceux qui attendent leur procès leur jugement pour aller en tôle. Enfin, c'était vraiment super touchant, super intéressant. Comment il s'appelle? We Are Legion. We Are Legion, ouais. Et il est absolument c'est beau comme tout. Avec son stylo orange. C'est un crayon à papier. Ah merde. Si ça t'embête pas, voilà, je vais prendre la main. Là, que c'est bon. C'est délicieux. C'est délicieux. Ah oui, certainement. Je vais vous prendre une crêpe au sucre avec une bière. Ça mérite un autre biscuit. Alors moi, je vous parlais de... Oui, j'ai hésité à mettre la complète de Ken le Survivant, puis je me suis dit que ça n'avait rien à voir et que donc je n'allais pas le mettre. Donc je vous parlais de l'umami. De crêpe au sucre? Non, je vais pas parler de crêpe au sucre. J'aurais préféré. C'est une chanson mais aussi, non? Il y a un petit rapport. L'umami? Non, putain. Tu arrêtes. L'umami blue, l'umami blue. Allez, pardon, vas-y, après toi. L'umami. Vas-y. Non, je suis parti. Alors là. Donc je vais vous parler de l'umami. Alors, umami, déjà, ça sonne comment d'après vous? Japonais. Bravo. Indien. Non, trop tard. Il a donné la bonne réponse. Ça sonne japonais, en effet. L'umami, c'est un des 5 goûts fondamentaux. Quoi? Les 5 goûts fondamentaux. Goût. Putain, je parle si mal que ça. Umami. Avec un G comme glaire. Ça me dit quelque chose. Vas-y. Il y a un café à République. Déjà, avant de vous parler de l'umami, je vais vous parler des goûts fondamentaux, du coup, qui remontent à peu près à Aristote. Dans son temps, on distinguait il y a un bon moment. On distinguait plusieurs saveurs. On avait l'acide, l'amer, le doux, l'onctueux, le salé, l'aigre, l'âpre et l'astringent. Et pas de sucré.
Non. Ah bah non, il n'y avait pas encore le. Si, il y a tout. Si, il y avait le doux en fait. Le sucré c'était dans le Il n'y a doux. pas le croquant et le fondant. Il n'y a pas le croquant et le fondant. Mais ça a évolué, puisque Aristote, c'était quand même il y a un petit moment. En 1751, on en a eu 5 autres, l'humide, le sec. D'accord. Alors, Tes le brocolis sont un peu sucré, humides. l'aigre. On avait aussi le muqueux et mon préféré, le gras. Le muqueux. Donc, Parce que le gras, c'est la vie. Le goût du gras. Mais qui a écrit ça? Maïté. Caradoc. Différentes personnes, plusieurs analystes de la cuisine. En 1751, je crois que c'était une Française qui avait trouvé les autres. Mais finalement, donc au 19e, il y a un physiologiste allemand qui s'appelait Adolf Fick qui a regroupé un peu tout ça en 4 saveurs fondamentales. Faut voir ça un petit peu comme les couleurs primaires en fait. Ok. Tu vois, tu vas avoir en composants, tu peux. Tu vas avoir des saveurs fondamentales que tu vas pouvoir mélanger, etc. pour obtenir toute une palette de choses. Et ces saveurs fondamentales, c'est le sucré, le salé, l'acide et la mer. On apprend des choses. Est-ce que tu comptes parler du muqueux à un moment? Non, je vais pas parler du muqueux à aucun moment. C'est quoi le muqueux? J'ai pas d'informations. Le muqueux, c'est quand tu renifles trop fort tes crottes de nez. Voilà. Vas-y, enchaîne, on va pas rester là-dessus. Donc donnez-moi un goût sucré. Ilias, le sucré. Le sucre. Le sucre, donc le saccharose, le Nutella. qui est sucré, le miel, c'est sucré. Le Nutella. Le miel, le Nutella, le Nutellos. Les Mr Freeze. C'est bon. Le salé. Le sel. Des pretzels. Le sel, donc le sodium. Le pain. Le pain. Le poisson. C'est salé le pain. L'iode. Oui. Ah oui, parce que faut savoir que Les moules. Mélanie nous vient d'une province. Non, je dis pas province, moi. Je parle de région. Non, j'ai dit d'une province. Non, d'une J'ai pas province. dit Ouais, que tu non, venais mais de non, je province. dis pas province. Bon, elle vient du Bon, on s'en fout. Un goût acide. Citron. Citron. Attends, Première là, réponse. il nous fait un quiz pour Bebe, là, on est On d'accord. fait un quiz pour te Un truc acide, le citron. Orange. Vous me regardez avec vos grands yeux de cocker. Et la mer, qu'est-ce qu'il y a mer? Pamplemousse. On voit danser. Pamplemousse, très très bien. Oh, 2 points. Et ce qu'on est en train de voir, c'est-à-dire la bière, le vin, c'est classifié dans les amers. Donc ça, ce sont les 4 saveurs fondamentales. Alors, ça a l'air très bien et très simple, mais vous en doutez, la langue, le fonctionnement de la langue, c'est un peu plus compliqué que ça. Il n'y a pas une zone qui détecte le salé, une zone. Si, c'est pas ce qu'on apprenait quand on était petit à l'école. On apprenait Devant une l'amertume. grosse Oui, connerie à l'école. c'est ce que j'avais Ah bon lu effectivement, mais apparemment, enfin moi à l'époque, je me rappelle des petites cartes Ouais. Ouais. où t'avais La le carte de la devant langue. qui repérait je sais Ouais. plus quoi, genre le Alors, sucré, la- le fond, la mer, enfin. Je suis navré de te l'apprendre, mais la carte de la langue, justement, c'est une énorme connerie. On m'a menti. On t'a menti. Et figure-toi qu'on l'apprend toujours aussi à des adultes dans des cours d'œnologie, on leur apprend ça, alors que c'est complètement faux. Enfin, c'est pas surprenant, on apprend énormément de conneries tous les jours, mais oui, tu. Non, je dis, mais surtout, en œnologie, genre, mettez le vin sur tel ou tel côté, c'est un liquide, c'est un peu difficile. quoi. Non, en fait, c'est pas complètement faux dans le sens où on va pas détecter des saveurs avec une partie de la langue, mais c'est juste qu'il y a des parties qui vont être plus réactives et donc plus rapides à détecter certains trucs. Donc on va sentir plus voilà, voilà, j'avais envie de faire ce bruit. Capique. Mais en gros, chaque molécule donc sapide, c'est-à-dire une molécule sapide, c'est une molécule qui a un goût. Va être reconnue par notre langue et analysée par notre cerveau. Ok. Donc on avait juste essayé de simplifier ça et c'est pour ça que là je vous parle de 4 saveurs fondamentales. En gros c'est pour simplifier, pour qu'on puisse en parler. Parce que si je vous dis que la 14e molécule sur la gauche en partant du fond de ma langue elle sent un truc, Bah si, je vois c'est laquelle. bah non on va pas y arriver. On va partir du principe quand on parlait avec Vincent des vins et qu'on parlait de certains termes, c'est simplifié, on peut pas décrire exactement le goût de chaque molécule sapide. Vulgarisation. Minéral. Exactement, le principe étant de simplifier. Et donc, dans ce contexte de 4 goûts fondamentaux, on va parler d'un 5e goût fondamental, L'umami. l'umami, qui s'écrit U-M-A-M-I. très bien. Oh, chips. 5 lettres. Bravo. Et l'umami, donc, nous vient du Japon et ça vient de 2 mots, donc umai, qui veut dire délicieux en japonais, Et mi. Qui est aussi l'entraîneur du PSG. et qu'est-ce que tu veux, et mi qui veut dire goût. Donc, c'est goût délicieux en fait. Ok. Umami, goût délicieux. Ok. Jusque-là, ça va. Ouais. Bon. Oui, c'est facile. Alors, on dit que ça vient du Japon. Il faut savoir quand même qu'on en trouve des traces en France début 1800, donc c'était pas hier, sous le nom de l'osmazome. Hein? Sauf qu'à l'époque, on en avait rien à foutre. Il n'y avait pas de blog, de Tumblr, de machin, de fooding pour parler de saveur. Donc le mec a dit oui, mais il y a une autre saveur qui s'appelle l'osmazone, machin. Tout le monde Arrête, ferme Michel, ta gueule. ouais. Et du coup, c'est venu plus tard par les Japonais, mais on en a des traces en fait dans tous les pays, plus ou moins. Et on va découvrir pourquoi. Donc ça a été identifié par le professeur Kikunae Ikeda, si ça intéresse quelqu'un. Voilà, c'est un monsieur qui a trouvé ce terme en goûtant un bouillon, en fait, je crois que c'était une soupe miso. Avec le Il aurait dit, c'est bon, ça a le goût du bon. En fait, la base du bouillon, il a essayé d'identifier, il y avait une saveur particulière qu'il aimait beaucoup et il se disait, mais c'est pas amer, c'est pas acide, j'arrive pas à savoir ce que c'est. C'est umami. Et donc, il a cherché les molécules, en fait, qui avaient créé ça. Dans sa soupe, sa femme lui pète un câble. Mais mange, putain, Mange c'est ta froid. putain de soupe!
Enfin, officiellement, donc ça a été reconnu comme un terme scientifique umami en 1985 lors du Symposium international de l'umami. Ah, le symposium. Quand même stylé d'avoir un symposium avec un mot que t'as inventé. Mais ça a été reconnu comme un terme, c'est-à-dire qu'en France, en Italie, en Inde, on utilise le terme umami qui est un mot japonais. Il n'y a pas de traduction de ce mot-là en fait. Parce qu'on s'est pas fait chier à trouver une traduction. Nous, on n'a qu'à dire goût savoureux. Voilà. Donc l'umami, c'est notre 5e saveur et on est très content. Mais ça a quel goût, l'umami? Parce que si je vous dis donc, si tu me dis salé, le sel, machin, un truc, le goût savoureux. C'est genre la soupe de champignons, je sais pas quoi, non? Ça peut rentrer dedans, on va y venir. Donc faut savoir que l'umami, en fait, ça a aucun goût. Ça n'a absolument aucun goût en soi. Alors ça aurait potentiellement le goût, l'exemple le plus proche qui a été trouvé, c'était d'un bouillon de bœuf qu'on n'a pas salé. Donc, c'est-à-dire un bouillon de bœuf un petit peu fade. Donc c'est pas super bon. Donc c'est pas super bon, mais c'est pas ce qui est intéressant avec l'umami. C'est que, en fait, si toi, par exemple, Hicham, tu cuisines, tu aimes bien cuisiner, et tu es capable de te rendre compte quand tu cuisines que ton plat il est trop salé, il est trop sucré, et tu es capable de le corriger. Tu vois, s'il manque du sel, tu peux rajouter du sel. Bon, il y a des fois, c'est pas rattrapable. S'il y en a trop, S'il y en a trop, t'es dans la merde. Voilà. Et pourtant, si je te dis ton sauté de champignons, il est pas assez umami, t'es dans la merde. Ah, mais carrément. Là, tu sais pas trop quoi faire. Tu mets plus de umami. Et bien, en fait, c'est ça. C'est quand on cuisine, on essaie de créer un espèce de je ne sais quoi pour que le plat il défonce, en fait. On va arriver à un mélange parfait d'ingrédients qui fait que c'est hyper bon, alors que s'il y avait trop de sel, ce serait pas bon. Et l'umami, on touche un peu à ça. C'est une sensation en fait de rondeur et de confort sur la langue. Le rondelet. On commence à comprendre le savoureux. En fait, c'est vraiment ce plat est savoureux. Un peu, tu rentres dans ton bain, il a la température parfaite du premier coup, t'as pas à régler quoi que ce soit. Bah c'est pareil avec la bouffe. Tu la manges, putain, c'est parfait. C'est le truc qui manquait aux 4 autres éléments. Exactement. Et non, mais j'en ai perdu 2. Allez, on a perdu le reste de la soirée, mais t'inquiète pas, moi je t'écoute. Je pense qu'il y a une private joke de Maïté. Je suis extrêmement attentif. Non, tu réécouteras l'épisode. Allez. Ok, t'as chuchoté un truc? Non, j'ai dit quelque chose, mais bon, allez, vas-y. Moi, j'étais pas attentif alors. Allez, ça va aller. Enfin, donc sur le papier, c'est pas trop compliqué. L'umami, ça peut être déclenché par 3 acides aminés. On a l'acide glutamique. Ça vous parle peut-être, le glutamate par exemple? Gluten. Par rapport avec le gluten. En fait, le glutamate, c'est tout ce qui est exhausteur de goût en fait. Notamment dans les sel. Hein, le sel, c'est exhausteur. Le sel est un exhausteur, le glutamate aussi, mais le viandox, c'est encore autre chose. Mais en gros, quand tu vas manger de la nourriture asiatique, par exemple, ça contient beaucoup de glutamate. D'ailleurs, il y a des gens qui digèrent très mal la nourriture asiatique, ils savent pas trop pourquoi, ils vont bouffer au resto et derrière ça va pas. C'est à cause de ça, c'est qu'ils ont des problèmes avec le glutamate. Mais c'est très utile parce que ça décuple le goût. Par exemple, si vous prenez un granola, pour citer une marque volontairement, leur principe c'est tu peux pas en manger qu'un seul. Ça c'est créé par cette molécule-là. C'est pas le sucre. C'est pas le sucre qui appelle le sucre. Le sucre joue aussi, mais c'est surtout cette molécule-là. Donc je disais de 3 acides aminés, donc l'acide glutamique, le guanylylique et l'inosinique. Et là où c'est magique en fait, c'est pas ces acides-là en soi qui sont déjà pratiques parce que ils attirent une certaine addiction. Ce qui est pratique, c'est que lorsqu'on mélange 2 de ces acides, ça fait pas ce goût plus ce goût égale ce goût. Ça multiplie en fait le côté savoureux. Ça le décuple quasiment. Donc si je prends un aliment qui est umami et un autre aliment qui est umami, même si c'est avec une autre molécule, et que je les mélange, ça fait pas un double umami, ça fait un turbo umami en fait. J'ai l'impression que c'est de l'alchimie, c'est pas de la cuisine. C'est de la science, la cuisine et de la chimie. Non, j'ai dit de l'alchimie. Ah pardon. Et donc là ça fait une pierre et c'est ça. Et tu vis éternellement. Mais donc ce principe là, c'est que quand on prend des ingrédients umami, ça ne fait pas que doubler la saveur, ça la multiplie vraiment. Donc si j'ai un aliment umami que je le mange comme ça, c'est très bon, un autre, c'est très bon, si je les mets ensemble, ça explose. Exemple, j'ai une belle tomate bien mûre, c'est très bon. Tu mets du Nutella. Ça marche pas toujours. Le parmesan aussi, c'est très bon. Et si tu fais des spaghettis avec une sauce tomate et du parmesan, c'est double umami. Bam, ça défonce. Et en fait, ça explique un petit peu la cuisine de tous les pays. Pourquoi on met des oignons et des carottes dans un bouillon? Pourquoi les Italiens ils mettent du parmesan dans en gros, c'est qu'est-ce qui va bien ensemble On essaie de recréer. Parce qu'ils ont raison. Ils ont raison. Et on essaie toujours de recréer cette saveur-là, même si on n'avait pas forcément récemment de mots à mettre dessus. Et ce mot, c'est umami. On essaie de créer cette saveur-là. Donc, petite liste d'ingrédients qui sont umami. On a les asperges, les oignons, les tomates, certains champignons comme par exemple
exemple les morilles qui sont très puissantes ou les shiitake. Je sais pas si vous connaissez le changement shiitake. Les sauces, donc t'en parlais, le viandox, le ketchup, les trucs comme ça va créer ce truc-là. Donc les viandes, le bœuf, le jambon, tout ça. Et la plupart des fromages, donc cheddar, emmental, parmesan, roquefort. Et quand on va mélanger ces ingrédients, on va se retrouver avec une turbo saveur. Donc on pourrait dire que l'umami, c'est la turbo saveur pour niquer toutes les autres saveurs. Putain, c'est beau. Je dirais même que c'est bon. Oh. Ok. Faut que t'arrêtes de faire des interventions comme ça. Bah écoute, je réfléchirai maintenant à mon umami quand je le fais à manger. Il y a des très bons bouquins sur l'umami que vous pouvez trouver un peu partout. Et en gros, c'est de la théorie de la cuisine, hein, tout simplement. Et il y a d'autres, j'ai pas fait de recherche dessus parce qu'on est vraiment sur la théorie, mais il y a d'autres saveurs qui sont en train d'être fouillées. Donc par exemple, on va avoir la saveur particulière qu'on a quand ton aliment est pas trop chaud mais pas froid mais qu'il est entre les deux, un peu tiède, comme les lasagnes réchauffées par exemple. Vous voyez, il y a plein d'autres trucs qui sont cherchés comme ça pour améliorer cette cartographie des saveurs et la rendre plus lisible. Ok, mais écoute, à creuser. Donc maintenant passons à notre sujet historique avec le sujet de Mel. Allons-y. Allez, partez maintenant. Non, justement, non, on vous demande pas, c'est un ordre. Cache-toi, tu peux. Qui va à la chasse faire sa place. Comment enchaîner avec ce jingle? Il va falloir. Allez, courage. Ouais. Alors, donc moi je vais vous parler de la fin de la Reconquista. Donc on date la fin de la Reconquista à l'année 1492, qu'on appelle l'année cruciale, l'année crucial, pardon. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé en péninsule ibérique en 1492? Oui, Camille. Eh ben, on a réussi à bouter les musulmans hors de l'Espagne avec la chute de Grenade. Et du coup, les Abbassides se sont barrés avec la queue entre les jambes. Oui, et il a réussi vraiment. à caler Abbasside, il est trop content. Et on a découvert l'Amérique aussi. Ouais, accessoirement. Donc oui, vraiment la queue entre les jambes. En fait, on a la population en fait musulmane, les morts qui sont arrivés au 8e siècle en péninsule ibérique. Hein, ça, c'est le terme géographique. Les morts. M-A-U-R-E. Ouais, M-A-U-R-E. Mauritanie. Ah, ok. Tout le monde me regarde avec un air de con. Ok, Bah ça oui. marche. Ce sont les populations d'un certain endroit de l'Afrique. D'accord, ok. Ok, très bien. Voilà, Merci. Afrique du Nord, ils se sont dit que l'herbe était plus verte ailleurs et qu'ils allaient pouvoir faire de belles cultures. L'herbe était Donc plus ils verte sont ailleurs. plus vertes ailleurs. Laissez-la tranquille. Oui, merci Elias. Donc en fait, pour faire un bref résumé, ils sont arrivés là au 8e siècle et donc au bout de 7 siècles, on a enfin réussi à les faire sortir du territoire. Donc là, je vous renvoie au sujet de Culture 2000 sur l'Andalous pour toute la période placement de la produit. conquête musulmane. Absolument. Et du début de la Reconquista qui en fait a commencé en 718. Donc c'est une histoire qui dure. Et en fait, en 1492, ce qui se passe, c'est que Grenade est le bastion musulman, le dernier bastion encore en vie. C'est un vassal de la Castille depuis 1246, donc depuis le XIIIe siècle, il paye un tribut à la Castille. Ils n'ont pas toujours envie de le payer, donc on a quelques conflits qui vont survenir pendant cette période. Et en fait, la prise de Grenade, de la Bastille, normal, elle débute en fait en 1482, donc on a à peu près 10 ans de conflit où Grenade va subir un siège. Donc la population est affamée et Boabdil finit par abdiquer. Donc là, c'est vraiment la queue entre les jambes. En fait, il ne reçoit pas d'aide de l'extérieur. Son oncle, qui était aussi en péninsule, est parti il y a quelques années déjà, donc il est vraiment seul. Et donc, il préfère capituler et s'en aller en Afrique du Nord. C'était sage de sa part. Ouais, il aurait pris cher. il aurait pris très très cher. Donc là, enfin, en 1492, le 2 janvier, on a Isabelle de Castille et Fernando d'Aragon, son mari, qui débarquent à Grenade. Et c'est enfin la fin de la Reconquista, donc une énorme victoire pour ce couple détonnant. Oui, enfin, après, je pense que s'ils ne s'étaient pas mariés, ils n'auraient jamais réussi séparément à c'est ça, à faire tout ça. Ouais. Donc en fait, eux deux, ils se sont mariés en 1469 et c'était un mariage secret. C'était un mariage secret. Ils ont même utilisé une bulle pontificale qui était fausse. Comment ça, un mariage secret ? Ouais, un mariage secret parce qu'en fait, Isabelle, elle n'était pas du tout prétendue au trône d'Espagne. Parce qu'en fait, elle était issue d'un second mariage du roi qui venait de mourir, Juan II de Castilla. Et en fait, elle va carrément conquérir le pouvoir. C'est elle qui va manigancer cette histoire de mariage parce qu'elle se dit voilà, il y a plein de gens qui sont morts,
c'est bon, nombre de concurrence réduit. Par contre, il reste encore Fernando, qui est mon cousin direct. Et à cette époque-là, le pape ne voulait pas que les cousins de premier degré se marient. Donc elle, en fait, elle a trouvé le meilleur concurrent possible à éliminer et ça lui permet aussi d'avoir un énorme royaume parce qu'à cette époque-là, au Moyen-Âge espagnol, on parle des Espagnes. En fait, on a plusieurs royaumes chrétiens. On a au XVe siècle le royaume de Navarre au nord, le royaume d'Aragon qui est dirigé par l'enfant d'Aragon, Fernando, et la Castille avec Isabelle. Oui, Hicham. Navarre, c'est pas la France. Mon micro est éteint. Allô, merci. Le Navarre, c'est pas la France? Oui et non. En fait, le royaume de Navarre va s'étendre au-delà des Pyrénées. Parce qu'Henri IV, c'était le... Ouais, le roi de France et de Navarre. En fait, c'était un royaume qui... et de Navarre. Ouais. Ça correspond au Pays Basque actuel, on est un peu plus gros. Ça va quoi. même un petit peu plus haut. Ouais. Mais ouais, c'est tout le sud-ouest, vraiment, ouest français, enfin français actuel. Et on arrêtera, je crois, de parler de Navarre au 19e siècle. Enfin, c'est vraiment un terme qui va rester longtemps. Ouais. Oui, non, avant ça, les rois de France sont, comme tu l'as dit, rois de France et de Navarre. Et de Navarre. Je crois c'est que deux couronnes qui sont séparées, je crois, jusqu'à Louis XVI, enfin jusqu'à la Révolution française, en fait, il me semble. C'est un royaume qui, à la base, était le royaume des Asturies, qui était une principauté, là où se trouve l'équivalent du Pays Basque espagnol. Et en fait, ils ont conquis des territoires au nord des Pyrénées. Ok, ça marche, merci. Donc, on a le royaume de Navarre, Castilla et Aragon. Et en fait, Isabelle donc, épouse Fernando, qui est son cousin, en 1469. Donc, quand le pape l'apprend, forcément, il n'est pas très content. Mais il va leur pardonner, parce qu'Isabelle est tellement pieuse et dévouée... au catholicisme qu'il va vite lui pardonner ça. Et en fait, leur excuse, c'était de se marier au plus tôt pour en fait donner un héritier au trône. La fin justifie les moyens. Ça joue bien, c'est comme excuse. Ouais, ça, c'est pas mal. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est comment va fonctionner ce couple. On a vraiment le roi et la reine. C'est pas comme Élisabeth avec son mari Philippe qui est totalement évincé. Là, on est vraiment dans un couple de pouvoir avec la reine qui est au-dessus. C'est-à-dire que tous les documents officiels sont signés par le roi et la reine. C'est eux deux qui prennent les décisions. Et si son mari fait des conneries, elle fait profil bas. Et en fait, ils forment un roc tous les deux pendant tout leur règne. Donc, c'est vraiment un couple pouvoir. Et on a bien évidemment donc Isabelle qui va être plus attristée... par de mauvaises nouvelles venant de Castille et Fernando des nouvelles venant d'Aragon forcément. Donc ils ont chacun leur territoire où ils sont chacun souverains. Donc ils vont diriger tout le royaume chrétien espagnol ensemble. Donc ils vont avoir pas mal d'enfants tous les deux et en fait ils vont les placer dans les différentes cours d'Europe. On a par exemple Catherine d'Aragon qui va en fait épouser d'abord le prince de Galles et ensuite Henri VIII. Il y a un film d'ailleurs qui a été fait avec Eric Bana, Scarlett Johansson et je ne sais plus trop qui sur la cour en fait d'Henri VIII. Donc Catherine est du côté de l'Angleterre. C'était quoi le nom du film? Juste pour la faire. Deux sœurs pour un roi. Une vaste croûte. Deux sœurs pour un roi. De mon avis. On dirait une comédie américaine, genre Deux sœurs pour un roi. Mais c'est vraiment ça. C'était avec The Rock. C'est tout à fait le délire. Ok. Non, c'est pas vrai. Oh, putain, merde, j'y ai cru. C'est avec justement l'actrice de V pour Vendetta, comment est-ce qu'elle s'appelle déjà Portman. Ouais, Nathalie Portman voilà. et Scarlett Johansson. Ouais, merci. Donc en fait, elle va mettre ses enfants, enfin vraiment ça va être des pions comme sur un échiquier, ce qui va faire que la France, qui est leur ennemie, va se trouver totalement isolée grâce à ces mariages. Elle va envoyer Juana, Jeanne Ier, qu'on appellera par la suite Jeanne la Folle, Juana la Loca. Elle va l'envoyer à la cour d'Habsbourg, donc l'empire Habsbourg à cette époque-là. C'est tout ce qui est au-delà du Rhin, en fait. C'est l'Allemagne, c'est vraiment un gros empire. Donc, elle va la marier à l'héritier. C'est quoi? C'est Fernand... Philippe le Beau? Non, c'est Philippe le Beau, ouais, c'est ça. Philippe et Hermoso. Ils connaissent tout. Tout à fait. Et en fait, Jeanne, Juana la Loca, va être surtout connue pour sa folie, la folie qu'on lui prête. Ouais. Alors, si je puis me permettre, je l'ai pas encore vu, mais apparemment, il y a une série espagnole qui est sortie là-dessus. La Casa des Papel, c'est sûr. Non, sur Juana et sur le début du règne de Charles Quint. D'accord. Et apparemment, c'est une très bonne série que j'ai pas du tout vue, mais qui cartonne en Espagne, qui s'appelle Charles Quint, je crois. Il y a aussi sur la jeunesse de Charles Quint, du coup, qui est le fils de Jeanne la Folle. Il y a aussi un film qui a été sorti avec, il me semble, l'excellente Paz Vega dans le rôle de Juana, qui s'appelle Juana ou Juana la Loca, où elle joue Jeanne et elle joue extrêmement bien. Donc il y a aussi ce film-là.
Donc, et après, elle va aussi placer une de ses filles au Portugal. Enfin bref, elle est tranquille en fait parce qu'elle a à la fois le Vatican qui est avec elle. D'ailleurs, en 1496, il me semble, le pape Alexandre VI de Borgia, Camille nous fera peut-être un sujet un jour. Bah oui, un jour. On l'attend. C'est hein. prévu, c'est Bah ouais, prévu. déjà hein. prévu. Ouais, en fait, il va donner un titre pontifical aux deux époux. C'est le titre de roi catholique. Donc, à partir de ce moment-là, Isabelle de Castilla devient Isabelle la Católica et Fernando devient Fernando el Católico. Donc, ça, c'est vraiment des titres qui donnent, non pas pour la fin de la Reconquista, le fait d'avoir poussé les populations musulmanes à l'extérieur du pays, c'est parce que le royaume espagnol a aidé le Vatican à pousser les Français dehors. Du côté de Naples, donc forcément on les félicite et on leur donne ce titre honorifique. Et il est purement honorifique ou il leur donne un pouvoir quelconque? C'est une reconnaissance de la part de l'Église? C'est une reconnaissance plus. Je crois que le pape avait donné le titre de roi chrétien aux Français et aux Espagnols il va leur donner le titre de roi catholique. C'est vraiment une distinction. Et en fait du coup ils peuvent utiliser ce nom. Ouais, c'est une croix au mérite. Après, il en a filé à tout le monde dans le sens où la France a été nommée fille aînée de l'Église. Les Espagnols étaient rois très catholiques. Enfin, chacun, on avait. Ça dépendait des papes et des mariages et de tout ça. C'était des gommettes, quoi. Ouais. Cardinal Chacun du avait pantalon son. saumon. J'ai un pantalon gris là. Oh. Mais oui, à chaque fois je regarde son pantalon, je dis mince, il a pas mis le pantalon saumon. Arrête de regarder le pantalon, tu. C'est gênant. Où en étais-je? Oui. Donc en fait, le pape est super content d'avoir pu mettre les Français dehors, donc il leur donne ce titre. Après, il faut savoir aussi qu'on est dans une période très sombre de l'histoire de l'Espagne, vu que c'est l'Inquisition qui a commencé en 1478. Donc à la fin de la Reconquista, on a déjà brûlé pas mal de personnes. Il y a notamment Torquemada qui est sinistrement connu pour avoir fait brûler à peu près 2000 personnes. En très peu de temps, il a tellement été efficace que ceux qui lui ont succédé n'ont pas réussi à atteindre les mêmes stats que lui. Et ils ont alors qu'ils avaient le plan. Ouais, alors qu'ils ont dû élargir le champ d'action parce qu'au début, en fait, les cibles de l'Inquisition, c'était les conversos, les convertis, mais les mauvais convertis. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes, de juifs, de musulmans, qui se sont convertis et qui, le soir venu, la nuit tombée... Une prière par-ci par-là. Voilà. Continuer, oui. Ouais, on peut faire un rappel en genre 2 phrases de ce qu'est l'Inquisition. Parce que là, tu es en train d'expliquer les choses sur le global. Ouais, c'est... Ouais, j'y viens. Okay, pardon. C'est peut-être un peu décousu, mais... Non, mais c'est pour, je sais pas, remettre le contexte pour ceux qui n'avaient pas forcément la référence. Pardon, désolé. Donc l'Inquisition, en fait, ça a été propulsé par le pape Sixte VI. Et en fait, là, à cette époque-là, en Europe, il y a vraiment une énorme pression catholique. En fait, l'Espagne a la réputation de ne pas être un pays sûr. C'est-à-dire qu'on se dit, mais c'est quoi ce pays où il y a plusieurs religions, il n'y a pas d'unification religieuse, c'est pas un pays sûr. Vraiment, l'Espagne a cette mauvaise réputation. Et c'est aussi pour ça que les rois catholiques vont finir par expulser. Alors, on parle d'expulsion des juifs, mais ce qu'il faut savoir, c'est que s'ils se convertissaient, on pouvait leur donner éventuellement une seconde chance, et sinon, ils étaient poussés par la sortie. Okay. Donc, il y a des dizaines de milliers de juifs séfarades qui ont été expulsés. Et en fait, l'Inquisition, ça a été pour, à la base, essayer de détecter les juifs qui étaient dits mal convertis, donc qui continuaient à pratiquer des cérémonies juives dans le cadre familial. Okay. Donc, et d'ailleurs, on leur donnait le magnifique nom de Malanes, qui veut dire porc. Sympa. C'est très sympa l'ambiance. Toujours une bonne ambiance juive, elle est pas évidente à pratiquer de manière confidentielle entre guillemets. C'est vrai. C'était souvent en famille en fait, quête familiale et les juifs étaient là depuis le 4e siècle à peu près après Jésus-Christ, donc ça fait un moment qu'ils sont implantés, mais par souci d'unification en fait, on a vraiment envie qu'il y ait la même religion, donc on leur donne le choix. Soit vous convertissez aux catholiques et vous le faites à fond, que ce soit juif ou musulman, soit vous vous barrez. Gros, c'est un peu ça l'idée, grosse ambiance. Et en fait, vraiment, l'intention des rois catholiques, c'est, maintenant qu'ils ont le territoire, c'est qu'il y ait une unification d'un point de vue social, politique et religieux, puisque même si on a eu des périodes de paix entre les 3 religions, c'est pas un melting pot, quoi. Les gens se mélangent pas. Il y a un quartier juif, un quartier catho, un quartier musulman, et on ferme la porte le soir. Donc vraiment, on se mélange pas. Ouais, c'est la méfiance. Chacun a sa juridiction. On peut pas se marier entre juifs et catholiques. Et puis par la suite aussi, on va avoir les vieux catholiques
contre les nouveaux catholiques, donc les convertis. Donc voilà, il y a toujours un peu une hiérarchie en termes de religion. Ouais. Donc en fait, d'ailleurs, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais l'Inquisition s'est arrêtée en Espagne en 1834. Donc ça a duré quelques siècles. Ouais, ça a duré quelques siècles, ça a commencé très fort et puis au fur et à mesure on a élargi aux sectes. Mais il y avait plus de bûchers à la fin. Je sais pas s'il y avait pas mal encore calmé, je crois. Ouais, ça s'est pas mal calmé parce que Torquemada aussi a mis le niveau très très haut. Quoi. Il a tellement brûlé de personnes en fait que personne n'a réussi à l'égaler par la suite. Donc on a été obligé d'élargir le champ d'action. C'est assez morbide, mais en tout cas ça permet aussi de comprendre dans quelle ambiance austère était la cour d'Espagne à cette époque-là. Hein. C'est pendant des siècles en fait la cour d'Espagne est très sobre, très pieuse et c'est vraiment l'Espagne qui est la petite fille préférée de l'Église à cette époque-là. Et donc 1490, donc c'est aussi la découverte de l'Amérique, comme l'a dit Camille. Et en fait, là, il y a une légende noire sur l'Espagne parce qu'on accuse les conquistadores, d'avoir tué notamment des enfants amérindiens, d'avoir fait des massacres. Et en fait, Isabelle, dès le début, elle dit qu'elle veut les traiter comme des sujets, comme les sujets espagnols. Mais bon, ils ont juste à se convertir, en fait. Ouais. Bend the knee. Mais en tout cas, elle voulait pas qu'ils soient maltraités, elle voulait pas qu'ils soient esclaves. Enfin, j'ai l'impression que c'est, excuse-moi la référence, mais Khaleesi dans Game of Thrones, quoi. Alors j'aime tout le monde, mais si tu te mets pas à genoux, je t'éclate la gueule. Bah après, le truc, c'est que Christophe Colomb était pro-esclavage. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on lui reproche aujourd'hui. Quand il y a la fête de Colomb, c'est l'affrontement entre les fils d'émigrés italiens et les petits-fils d'Amérindiens, quoi. Donc c'est vraiment un sujet très attendu. Ok. Non, mais je suis d'accord avec toi sur le fait qu'effectivement, il y a l'esclavage qui va apparaître, mais un petit peu plus tard. Et au début, les Amérindiens sont entre guillemets plutôt bien traités. Enfin, là, je prends des gros guillemets. mais oui, il y en a eu plein. Non, il y en a eu plein qui sont morts de maladies qui étaient méconnues à l'époque. Tout simplement la gastro-entérite, qui n'était pas du tout connue et qui a fait des ravages là-bas, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Donc en fait, Isabelle, qui est une reine vraiment, c'est elle qui dirige dans le couple, mais elle assume quand même les fautes de son mari, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et en fait, ils vont laisser du temps aux populations juives et musulmanes pour se convertir, et puis au bout de quelques années, ils vont vraiment acter les expulsions et beaucoup d'eux vont partir. Il me semble que pour les Juifs, on parle de 30 000 personnes qui ont été expulsées. Putain, en combien de temps sur toute la durée de la Reconquista? Alors, je pense qu'il y en a qui sont partis assez vite. Ce qui est assez marrant, en fait, c'est que beaucoup de Juifs qui ont été expulsés étaient à des postes stratégiques, étaient à des postes financiers comme les banques. Et donc, du coup, en refusant de se convertir et du coup en partant d'Espagne, ils ont apporté avec eux. Ouais, ça a mis à mal l'économie espagnole. Et beaucoup de Juifs, d'ailleurs, sont partis aux Pays-Bas. Donc on a apporté ce savoir-faire et l'Espagne s'est retrouvée un petit peu ce qui a continué d'aggraver la crise ça a un peu aggravé la situation. Et ce qui est assez cynique, c'est qu'ils ont dû se retourner vers leur ennemi, l'Espagne et l'Angleterre, pour faire face à cette situation où les banquiers étaient partis. Des questions jusque-là? Non, je te laisse limpide. Non. Limpio. Ok. Limpio, c'est propre. C'est propre. C'est tout ce que je sais dire. Donc la fin de la Reconquista, en fait, ça permet au royaume chrétien espagnol d'avoir enfin une terre unifiée, un royaume unifié. Et c'est à partir de cette période-là qu'on va pouvoir réellement parler d'Espagne, parce qu'avant, l'Espagne n'existe pas. Isabelle, en fait, va avoir un règne qui va être très vite terni par la perte de certains de ses enfants, l'éloignement, bien évidemment, puisqu'à partir du moment où tu te maries dans une cour étrangère, tu quittes ta vie. Et en fait, Isabelle la Catholica va vraiment laisser cet héritage de chrétienté et cette volonté, en tout cas, d'unifier son peuple autour d'une même religion, parce qu'elle trouvait ça vraiment important après des siècles et des siècles de conflits, de paix, de périodes assez troublées. Elle voulait vraiment unifier tous les aspects de son royaume et elle a vraiment gardé en fait le pouvoir de reine, même si elle a délégué pas mal de tâches à son mari. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir l'héritage d'Isabelle, parce que sa fille Juana la Loca va donner naissance à Charles Quint, qui sera empereur
des Habsbourg et d'Espagne. Et ce sera le concurrent de François Ier. Et oui. Et sacrée histoire. Mm-hmm. Camille, t'avais une Camille, question t'avais pas une Oui, question. non, je me disais aussi, s'il n'y avait pas eu la Reconquista, en fait, il n'y aurait jamais eu la découverte de l'Amérique. Parce que si je ne m'abuse, ils ont donné les capitulations de Santa Fe à Christophe Colomb qu'une fois que la Reconquista était finie. En fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà Christophe Colomb, personne ne le prenait au sérieux. Oui, ça faisait un moment qu'il essayait de se faire financer un petit tour du monde. Le petit ouais. Lui, il est italien. Il a essayé auprès du Portugal, ils sont pas voulu. Il a essayé à plusieurs reprises auprès de la cour d'Espagne. Ils l'ont rejeté plusieurs années de suite. Parce qu'ils étaient occupés à autre chose. Ça, et puis il n'avait pas une bonne réputation au niveau de ses compétences en termes de géographie et de calcul. Je veux dire, son histoire ne l'a prouvé, quoi. Voilà, le mec, il est arrivé à Cuba. Oh tiens, je suis au Japon, putain, c'est trop cool. En fait, on savait que c'était un très bon navigateur, mais il avait un côté un peu farfelu et puis il était pro-esclavage. C'est ça, pro-esclavage. Donc il y a vraiment un côté connard comme tu dis, mais en fait ce qui est très drôle en fait c'est qu'il va recevoir l'autorisation de partir pour son voyage avec ses 3 caravelles juste après la prise de Grenade. Donc certains disent oui, c'est dans l'euphorie de la victoire, on lui a filé la thune pour partir, je pense, mais cette thune là en fait vient de je crois que c'est les impôts, les taxes qui ont été prélevées auprès de paysans en Extrémadour ou quelque chose comme ça, quoi. D'accord. Donc il a essayé, il a réussi enfin à avoir gain de cause. Alors certains disent que c'est dans l'euphorie de la victoire, d'autres disent que tout simplement les conseillers de Isabelle se sont dit écoute, on n'a pas beaucoup à perdre mais on a beaucoup à gagner, donc allons-y. Oui, ce qui n'était pas tout à fait faux. Et oui, effectivement, au final, ça a permis de faire un peu grandir l'empire et carrément. Alors au début il y a eu beaucoup de frustration parce que Christophe Colomb n'a pas trouvé d'or, il a trouvé juste des populations et c'est là qu'en fait il s'est dit qu'il fallait rentabiliser le voyage, donc du coup allez hop, esclave. Il n'a pas trouvé la terre je crois, il a découvert des les îles, Antilles, ouais c'est ça, mais il a mis c'est plutôt Cortés il me semble qui va vraiment explorer la terre en tout cas. Après en fait lui il était dépité à la fin de sa vie parce que on avait donné à un autre navigateur la découverte de l'Amérique. Il me semble qu'on dérive sur Christophe Colomb là, je vais pas dire de bêtises mais c'est un sujet voilà. Je me disais que ça mettait le temps à arriver aussi. Oui, bonjour, ici votre voisin Philippe Digression. On sait, c'est Mélanie. Mélanie. Dire que je crois que vous Et Camille. beaucoup. Et Camille. Oui, elles sont désolées, qu'est-ce que je te dis. Oui, au revoir. Ouais, c'est ça. Non, mais ça ne nous empêchera pas de faire un sujet sur Christophe Colomb. Parce qu'apparemment, il y a plein de choses à dire. Ouais. Mais cool en tout cas, merci pour ce sujet, c'était top. Et c'est cool, j'ai appris plein de trucs parce que j'avais sincèrement aucune connaissance sur ce sujet. Ça complète très bien le sujet de Culture 2000 pour le coup. On vous renvoie vers leur épisode, ça fait un petit plus 1. Ouais. Bien, il nous reste quoi? The quiz. Un petit quiz, ça faisait longtemps. Bah ouais, carrément. On n'a pas fait un petit quiz depuis carrément. longtemps. Bon allez, on part sur un petit quiz. C'est parti. Oh la violence se détend. Attends, Disney c'est cette musique là qui représente Disney, sauf que c'est chiant, c'est une musique très très chiante. Qui reste dans la tête. J'adore. Exactement. Donc du coup, je vais vous parler un peu des contes originaux de Disney. Ouais, sauf ceux qu'ils ont volés. Non, sur quoi ils se sont basés. Ouais, oui, c'est ceux qu'ils ont volés. De façon de le dire. Voilà, et je vais vous faire du coup un petit quiz. Donc si ça vous tente, ah oui, on va commencer. Camille, tu n'étais pas supposée être là. Donc tu connais toutes les réponses. Voilà, donc tu m'as aidé un peu à faire le sujet. Donc tu vas pas y participer. Très bien. Voilà, puni. Tu es viré. Ça parle de Christophe Colomb, mais je vais vous expliquer un peu les règles. Donc je vais vous raconter l'histoire. Vous allez attendre poliment que je finisse mon histoire. C'est Dumbo. Vous allez attendre que je finisse mon histoire. Et si vous répondez du premier coup, vous avez 5 points. Ouh. Si vous savez pas, vous n'êtes pas sûr, vous avez besoin d'un indice, donc je vous donne l'indice, vous avez que 3 points. Ok. Et si vous utilisez 2 indices, vous avez 1 point. Ok. Et si vous vous trompez, Zero potato. Ok. Allez. C'est-à-dire qu'on a le droit de donner qu'une seule réponse. Une seule réponse. Okay. Une seule réponse et vous attendez. Est-ce qu'on buzz, on fait quoi? Non. On gueule. Je vais vous poser la question. Non mais non, pour répondre, on braille. Non, mais vous attendez que je finisse la question. Oui, mais comment on prend la parole? Je vais vous dire de quel Non mais. dessin animé. Je fais l'arbitre. Vous aurez chacun une question, c'est tour par tour. Ah, mais précise. Voilà.
J'avais pas Là, compris. d'accord. Même moi, j'avais pas compris. Je me demandais où sont les buzzers. Il n'y a Là, pas de d'accord. buzzer, c'est chacun aura 2 questions. Allez, après toi. Et Ok. pour commencer, je vais vous donner une petite liste pour savoir qui va commencer. Je vais donner une petite liste de 5 dessins animés Disney. Et pour savoir qui va commencer et qui va suivre, dire celui qui est pas de Disney. vous allez me donner l'ordre de sortie de ces dessins Oh animés. non. Donc, il y a Pinocchio, Bambi, Alice au Pays des Merveilles, Blanche-Neige et Dumbo. Il faut savoir que dès que vous avez la réponse, regardez-moi, arrêtez de vous réfléchir. Dès que vous avez la réponse, vous Pardon levez la main. Et puis, ça permettra de savoir qui... Bah, moi, je peux dire le premier. Non, le premier, Attends, c'est pas fini. Non, mais fais plus simple. Attends. Fais plus simple. Vous allez donc réfléchir. Regarde-moi, toi. Fais plus simple. Vous allez me donner l'ordre de sortie Ouais. du plus ancien au plus récent. Oui. Donc, l'ordre Et de dès sortie, que vous on a avez compris, fini, vous me levez la main. Comme ça, je saurai. C'est ce qu'on est en train de faire. Allez, Ouais. vas-y, Juan. Attends. Allez, 3, 2, 1. Ah bah, Juan, il a déjà la réponse. Mais oui, Bon, depuis une je lève demi-heure. Allez-y, continuez, vous deux. Quoi? Bah, essayez de... Est-ce que je te donne la réponse ou Mais pas pas tout de suite. D'accord. Il faut que les autres aussi le sachent. Ok, Ilias a levé la main. Vous avez rien compris. Faut jamais que t'animes un jeu, hein. Jamais. Parce que si sa réponse elle est pas bonne, ça sert à rien tout Mais ça. non, parce que justement, vous avez jamais regardé question qui veut gagner des millions. Enfin bref. Si, bah le mec qui répond pas, il gagne rien. Moi, je connais Mais le vas-y. premier déjà. Allez, C'est bien. on va commencer du coup par Juan. Alors moi je vais partir sur DEBCA. D-E-B-C-A. Ilias. A-E-B-D-C. Au pif, j'ai même pas lu. Il y a trop de mots. Fais chier avec ton jeu. Mel. Il y a trop de mots. Mel. Moi, j'ai que le premier. Hein, après, Bah, donne-moi un ordre. Blanche-Neige. Je pense que c'est le Ouais, premier. tu as des lettres avant. D. D. Ah, c'est comme les menus. Donc tu t'arrêtes à D. Il est vénère. Donc ça veut dire que tu passeras en troisième. Allez, tu passes en troisième. Donc, l'ordre. Ce jeu. L'ordre, c'était D. C'est une roue libre au total. On a commencé par Blanche-Neige en 1937. C'était le premier Disney qui est sorti. Ok. Après, Pinocchio. non, c'est pas du. Oui, et après il y a Pinocchio. Ah bah Ah tu vois, merde, ça- j'ai raté. A, 1940. Après, Il doit y il y avoir a Dumbo, Dumbo. non E, 1941. 4, Bambi, Bambi. 1942. Et on finit avec Alice au Pays des Merveilles en 1951. Celui qui a la meilleure réponse, c'est. Impossible que ce soit moi, j'ai dit au C'est pif. Limen. Allez. Mais non, mais. Allez, c'est Juan en Mais premier. c'est sérieux, Bon, allez, c'est Juan en Juan. premier. Allez, c'est parti. C'était vraiment C'est compliqué parti, mais- pour pas grand chose. Jean-Michel, je rajoute 100 minutes. Allez, on commence avec la première Chers auditeurs, question. ah bah y a plus personne. Ah, il y a d'autres questions. Ah, c'était pas ça le jeu. Mais- Eh ben, merci pour cet épisode, c'était sympa. On se retrouve dans 2 semaines. Donc Juan, je vais te raconter l'histoire d'un dessin animé. Tu vas devoir deviner lequel c'est. C'est Allons-y. Blanche-Neige. Ta gueule. Ça se passe en Allemagne, Oui, Oula. comme tous les en cons. Hesse. La Hesse. La Hesse. Ah, il avait Ça la parle Hesse. de la personne, c'est Shane Winchen. Hein? Ok. Donc, c'est l'histoire d'une belle-mère qui ordonne à un chasseur d'aller tuer Ah. une fille et de ramener ses poumons et de tuer son foie pour les manger. Tu es De tuer son foie. Non, de la tuer, de ramener les poumons et le foie pour le ramener. Le chasseur en question n'a pas voulu la tuer, donc il ramène à la reine les poumons et le foie d'un sanglier et elle le mange. La reine remarque que sa belle-fille est vivante. Ah. Donc elle essaie de tuer sa fille, mais elle doit se prendre à 3 reprises. Oula. La première, c'est elle essaye de la pendre avec des nœuds en dentelle. La deuxième, elle essaie de l'empoisonner avec un peigne empoisonné. Et la troisième, je vais pas te donner parce que c'est celle qu'a utilisée Disney. Eh oui. Donc la personne tombe dans le coma parce qu'elle Oui. est empoisonnée. On transporte son cercueil, sauf que dans le cortège, il y a quelqu'un qui trébuche et fait tomber la fille. Du coup, elle se réveille. Elle finit par se marier avec le prince dont elle est tombée amoureuse. Les questions les plus longues. Oui. On a trouvé depuis tout à l'heure. Ouais. Et donc pour punir la belle-mère, elle le condamne à porter des chaussures en fer et à danser jusqu'à ce qu'elle meure. De qui parle-t-on? Alors moi j'aurais hésité entre la Belle au bois dormant et Blanche-Neige, mais je crois que c'est Blanche-Neige. As-tu besoin d'un indice? Non, je pense que c'est Blanche-Neige. Est-ce que c'est ta dernière réponse? Bah, Non, faut je pense que c'est Blanche-Neige. Je pense que c'est Blanche-Neige. Jean-Pierre. On valide. Oh, génial. Putain, il est allé jusqu'au bout. Ah c'est du live, messieurs dames. Juan,
pour une question à 5 points. Faut vraiment que t'accélères. Hein. Parce que là, on a plusieurs questions. Faut vraiment. Tu as choisi Blanche-Neige. C'était Tom et Jerry. Bien joué. Mon Dieu. Et c'est pas ce que j'avais dit avant de prendre la question. Des problèmes de Mais droit. oui, parce que tu l'as dit au pif. Non. Bref, nouvelle question et on enchaîne avec Ilias. Enfin, là, je vais m'endormir si tu fais pas plus. Allez. C'est un conte écrit par Carlo Collodi en 1880. Tes souhaits. Okay. C'est l'histoire d'un enfant qui est mal élevé. Il se retrouve avec quelqu'un qui essaie de l'éduquer. L'enfant s'énerve et jette un marteau sur lui. Ping, headshot. Il crève. L'enfant s'en veut pas du tout et même dit à son père que c'est bien mérité pour lui. Ok. L'enfant reste donc mal élevé Pour un sale gosse. et faisant connerie après connerie. Et un jour, il se brûle les pieds parce que il avait les pieds mouillés. Il pose ses pieds sur un poêle chauffant pour les sécher. Il s'endort et il se réveille avec les pieds complètement cramés. Son père, malgré le fait qu'il soit mal élevé, le soigne. Et comment est-ce que le gosse le remercie ? Il dit à tout le monde qu'il s'est fait abuser par son père. Oh, c'est horrible. Donc son père se fait emprisonner. Donc l'enfant se retrouve tout seul, il fait connerie après connerie après connerie. Et un jour, ça se retourne contre lui. Parce que sur une connerie, t'as son maître qu'il essaie de l'éduquer qui revient en tant que fantôme. Il lui dit de ne pas le faire, sauf qu'il ne l'écoute pas. Je suis en train de faire un AVC. Et donc, un jour, il se retrouve dans une grande merde parce qu'il y a des gens qui l'ont enlevé, qui l'ont poignardé, qui l'ont fouetté, qui l'ont privé de nourriture, qui l'ont empoisonné, qui l'ont frappé à la tête et qui l'ont pendu. Ok. De Je suis. s'agit-il ? Alors. Est-ce que tu as besoin d'un indice ? Mais il y avait un film Disney là-dessus. Eh oui. C'est vachement Alors, plus dur que le premier. Eh oui. Que je suis victime d'un biais cognitif parce que je dirais Pinocchio. Est-ce que tu valides ? Ah. Est-ce que c'est ta dernière ? Ah ouais, je te jure. C'est ton. J'en peux plus, arrête ça. Donc, tu dis Pinocchio. Petit poussé. Ilias, Non, bah non. pour une question à 5 points. Bien joué. Ilias a encore 5 points. Brr, brr, brr. Allez, on passe à une autre question. Ah, j'ai cru que j'allais mourir. Mel, Ça donne c'est quoi, à nous. 5 points De quoi ? Ça donne quoi les 5 points Ça te donne 5 points. D'autres questions ? Donc il y a plusieurs versions connues pour cette histoire. Il y a les Frères Grimm en 1812 avec le conte qui s'appelle Dornröschen. Il y a aussi Charles Perrault en 1697. Charles Perrault en 1697 qui s'est basé sur un conte qui s'appelle Soleil, Lune et Thalie de Giambattista Basile. En 1634, c'est un poète napolitain. Donc l'histoire, il s'agit d'une princesse qui se fait jeter un sort avec un truc empoisonné et du coup elle tombe dans le coma. Un jour, un roi marchait dans la forêt et trouve le château de la princesse. Il toque à la porte, il trouve personne, du coup il escalade le mur. Il se retrouve face à face avec la princesse qui dort, il en profite pour la violer. Il la met en cloque. Je te rappelle que c'est un conte Disney. Non, c'est pas ça dans Disney. Il en profite pour la violer, il la met en cloque avec des jumeaux. Non, t'es Elle sérieux? donne naissance, je ne sais pas comment parce qu'elle était dans le coma, c'était pas écrit, mais elle donne naissance à des jumeaux. 101 dalmatiens. Et le gamin tête son doigt et arrive à retirer le poison. Du coup, la mère se réveille. Et puis un jour, il y a le roi qui revient. Et le gamin qui a tété, il Et meurt. malgré... Non, il meurt pas. Et malgré le fait qu'il l'a violé, ils tombent tous les deux amoureux. Oh. Sauf que le roi... Je suis tombée amoureuse de mon violeur. Sauf que le roi est déjà marié. Oh là là. Donc la mec femme idéal, quoi. du roi, Je jure, je me sens pas bien. la femme du roi essaye donc de kidnapper les enfants pour les Non. tuer, les cuisiner et les nourrir au roi en tant que vengeance. Et elle essaye même de brûler la princesse, mais elle ne réussit pas. Pourquoi? Morale de l'histoire, enfin à la fin de l'histoire, le roi finit par se marier avec la princesse. De qui parle-t-on? J'avais pensé à la Belle au bois dormant. Est-ce que tu as besoin d'un indice ou c'est ta dernière réponse? Finissons-en. Elle a juste entendu Je te jure, va plus vite pour les autres. Elle a juste entendu le mot viol, je pense. Allez, Non. tu valides, tu m'as dit? Oui, je valide Jean-Pierre. Tu m'as dit? La Belle au La bois Belle au dormant. bois dormant. Mais fais pas genre, t'as pas entendu. Il écrit,
Putain, mais Le vous mec, êtes il chiants, note. les gars. Ah, il a mis 5 points. Oui. 5 points. Bonne Il réponse. a 5 pages de notes. Allez, prochaine question. Et c'est une question Il y en a difficile. combien Juan. Non, Il non, y a mais combien de questions je t'en Attends, moi, super. je respecte ce que tu fais parce que Allez, t'es à fond dans le truc. rapide. Ah oui, putain. j'ai Rapide bossé. Ouais, moi, Allez, moi, je rapide. t'en C'est une turbo- question rapide. je t'en C'est un turbo- dessin animé qui s'est inspiré de l'œuvre de Shakespeare, Hamlet. C'est un frère jaloux qui tue le roi. Le fils le découvre et veut se venger. Il y a 2 personnes qui s'appellent Rosencrantz et Guildenstern, distrait le fils, mais finalement, il finit par tuer le frère veut le jaloux. dire. De quel dessin animé parle-t-on? Le Roi Lion. Hakuna Matata. Est-ce que tu valides la réponse? Oui. Hakuna Matata. Hakuna. Putain, mais vous êtes trop fort, bordel de merde. C'est marrant. Allez, bien joué. joué. Faut savoir que Rosencrantz et Guildenstern, bah, c'est Timon et Pumba. Eh oui. Voilà, Ilias, Allez. à nous. Donc, c'est une histoire qui... C'est une question longue, je vais lire vite. T'as fait la moue en braille, n'importe quoi, mais. C'est une histoire qui se déroule en Chine. C'est un enfant dissipé parce que ses parents ne pouvaient pas l'éduquer. Quand le père meurt, le jeune garçon se retrouve tout seul et laisse sa mère se démerder toute seule. C'est un fils indigne. Un jour, un sorcier africain arrive et fait genre d'être son On oncle. n'était pas en Asie? Et si, il y a un Africain qui arrive, il a le droit de voyager, merde. Non, mais lui, je il a sais les pas, papiers. vu l'époque. Il arrive et fait genre d'être son oncle et il lui fait... il lui fait... Putain, ils sont en train de danser sur la musique. J'écoute pas depuis tout à l'heure. Et il veut lui faire apprendre le métier de marchand de tissu. En vrai, si tu as la réponse, tu me le dis. En vrai, il l'emmène dans une caverne profonde où il ne peut Aladdin. pas... Putain, mais c'est pas à toi. Et il ne peut Mais pas oui, s'y mais on en aventurer seul. Aladdin. Oui. Vous avez Allez, niqué 5 toute points ma pour chronique. Elias. Allez, Mel, à toi. Oui. C'est l'histoire d'un sourd muet qui s'est engagé par Monsieur X pour kidnapper Dumbo. une zouze. Ta gueule. Mais Eh un autre gars, écoute-moi. Donc, Bah c'est oui, l'histoire d'un j'écoute, sourd muet mais- qui s'est engagé par Un Monsieur sourd muet X. Oui, qui s'est engagé par Monsieur X. Qui s'est fait kidnapper par une. Comment il a par- pu lui dire qu'il Arrête de l'engageait? parler, Ilias. Il s'est fait pour kidnapper une zouze. Mais il y a un autre gars, Monsieur Grec, qui l'empêche de le faire. Et parce qu'il tombe amoureux de la zouze. Sauf qu'il y a un problème. Monsieur Y est déjà fiancé avec quelqu'un d'autre. Du coup, l'handicapé, il tente sa chance avec la zouze, sauf qu'il n'y arrive pas. Donc, jaloux, Monsieur X, il poignarde Monsieur Y et accuse la zouze de meurtre. Il se fait torturer avec l'handicapé et elle finit pendue. On la jette dans une fosse commune. Énervé, l'handicapé jette Monsieur X en haut d'une tour et va enlacer le corps de la zouze dans la fosse commune et se laisse mourir de chagrin et de faim. De qui s'agit-il? Game of Thrones? Oui. Bon, juste parce que j'ai quand même fait des indices et que personne m'a demandé des indices, demande-moi un indice. Est-ce que je peux avoir un indice, chat? Ok, Elle va avoir premier 2 indice. points. Ah C'est non. beau, c'est beau, c'est ça, turbo ton raciste. indice C'est beau, c'est ultra Putain, raciste. quoi. Je peux aussi te donner un deuxième. Notre-Dame de Paris, je sais pas. Allez, validation, bonne C'est vrai réponse. Ouais. Oh là là là. Bon, là. vous avez tous 10 points. Non, elle a eu un indice. Ah oui, tu as perdu. Pour Ah. Non, des- vu que c'est notre invité et que tu m'as donné la réponse d'avant, je prends tes 3 points, je te donne mes 5. Ah, Allez, c'est gentil. on se fait une dernière. J'ai le temps ou pas? C'est de la départageation oui. alors. Celle de la départageation, c'est une très Attends, parce facile. qu'il a donné ses points, donc c'est pour Ouais. départager Mel et Vous moi. êtes à c'est ça 10 et moi je suis à 8. Mais non, vous avez tous 10 points. Allez hop. Mais non, mais vu qu'il reste une question, je m'en C'est fous, je peux une gagner. question rapide. Oh, merde. Ok. Alors, celui qui l'a me le dit Je coupe directement. vos micros, là. C'est l'histoire d'une fille qui prend une potion magique Alice au pays des merveilles. et qui Non. qui rend les jambes faibles, tellement faibles qu'elle a l'impression de marcher sur des couteaux tout le temps. C'est une meuf qui Un fait jour, la un prince tombe amoureux d'elle, sauf que il est obligé de voyager jusqu'à un royaume voisin pour épouser une autre fille. Du coup, il se marie avec l'autre fille. Les sœurs de la personne, Cendrillon. faux. Ah. La deuxième personne voit qu'elle est triste, il lui donne un couteau magique. La petite sirène. C'est bien joué. Joli. Putain. Ah, d'où le fait qu'elle ait pas de jambes. Et voilà. Pas mal, très bien. Merci d'avoir niqué ma chronique, les gars. Non, mais c'était parfait. C'était parfait. Formidable. C'est c'était vraiment nickel. Et attends, du coup, Mel, tu as gagné un prix parce qu'on fallait bien jouer pour quelque chose. Mais oui, attends, Et à t'as la pas base- donné le nom de l'émission. Ah mais non, parce que le nom de l'émission, c'est Qui veut gagner une montagne d'or. Pour la cour d'or. Ok. Quand Sachant couvre que- là. Parce que Camille était pas là, donc
personne ne devait parler de concoyote, de Franche-Comté. Ah, je me demande ce que c'est du coup. C'est pas de la concoyote. Montagne d'or pour... Du Mont d'Or. Du Mont d'Or. Bravo. T'es contente, hein? Grave. Est-ce que tu du fromage qui pue? Est-ce que tu manges du fromage? Est-ce que tu manges du fromage? J'adore la conclusion de ce jeu. Moi, j'ai passé un super moment, Hicham. Oui, super, c'était merci. formidable. Les auditeurs, soutenez-moi s'il vous plaît. Ouais, soutien. Parce que c'était l'enfer, j'ai bossé tout le week-end. Non, mais... Non, mais c'était très bien. Merci. Hier soir à 17h, le week-end a commencé. Bah oui, c'était ça mon week-end parce que j'ai bossé samedi. Bref. Bon, Putain de merde. ceci étant dit... Non, c'était chouette. Prochaine fois avec plaisir. Un peu plus rapide, c'est passé. Ah, mais on avait tout le temps. Non, mais c'est nous qui pétions un câble. Ça n'a rien à voir avec le temps de l'épisode. Non, plus sérieusement, c'était cool à refaire. Et que dire bah, du coup, c'était un plaisir de recevoir Mélanie. Tu nous as fait un fait de sujet et moi ça a permis de me faire la suite du sujet islam que j'avais fait où j'étais arrêté où les musulmans étaient arrivés et ils s'étaient pris une peignée par le Moyen-Orient, mais du coup c'était super chouette. J'espère que tu as passé un bon moment. Oui, très, merci. Merci de m'avoir invité après t'avoir poursuivi pendant des mois. Ben oui, écoutez, ce n'est pas de la mauvaise volonté, mais notre carnet d'invités, malheureusement, enfin pas malheureusement, mais grossit, vu qu'on ne fait que 2 épisodes par mois, il faut malheureusement mettre les personnes les unes après les autres. Faire des choix et t'étais pas en priorité. Est-ce que Camille a quand même le temps de faire de l'ASMR avec un stylo 4 couleurs? Pardon? Non, allez, on va pas faire ça. Pas faire d'ASMR. Non, mais comme d'habitude, c'était un plaisir. On voit vos petits messages, vos petits retours, ça nous fait vraiment grave plaisir. Comme on vous l'a déjà dit, vos retours, c'est les seules informations qu'on a venant de vous. Parce que nous, on prend toujours beaucoup de plaisir à vous présenter des choses, à vous partager des choses. Mais on est toujours content de voir comment vous réagissez. Quand ça crée du débat aussi, parce que le but... Oui, on a eu d'autres haters. Oui, cool. Ça, en vrai, c'est toujours bien les haters. Parce que ça nous remet un peu à notre place, tu vois, quand on fait un sujet un peu à l'arrache. Mais d'ailleurs, vous ne ratez jamais. Pour les haters, on n'hésite pas n'hésitez pas à regarder nos réponses, puisqu'il y a certaines sources que vous avez demandées qui sont en fait dans des ouvrages physiques, donc qui ne trouvent pas leur présence. Et au lieu de Internet. dire bande de cons, c'est pas vous sur avez dit Internet. n'importe quoi, venez plutôt expliquer la bonne réponse, comme ça tout Ouais. le monde apprend. Ou bien on échange, ou sinon. Après, on est sur Internet, je sais que c'est pas évident, il y a des gens qui sont un peu cons, mais. Non, mais voilà, globalement, en plus, non, mais bêtement, quand ça crée du débat, on trouve ça intéressant parce que le but c'est de vous partager des choses, de vous faire cogiter, et même quand vous n'êtes pas d'accord avec nous, c'est cool, c'est vraiment grave cool parce que nous on est toujours ouvert au fait qu'on nous dise non, regardez, il y a une information mieux que celle que vous avez présentée, même si on peut faire des approximations, des erreurs, ça nous fait toujours plaisir que vous nous renvoyez quelque chose. Quoi d'autre? Justement, laissez des reviews. Ouais, des reviews sur iTunes. Sur iTunes, 5 étoiles c'est cool, un petit message ça nous fait encore plus plaisir, et puis ça nous permettra de grimper gentiment. Rejoignez-nous aussi sur nos petits réseaux sociaux, parce que vous savez que maintenant les réseaux sociaux vous font payer pour atteindre les gens. Donc si vous n'êtes pas inscrit sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas les informations, et c'est dommage. Et puis vous verrez nos petits posts sur Facebook et sur Twitter, et puis certains d'entre vous nous envoient des messages assez régulièrement, et ça nous fait toujours du bien. Donc si vous avez un petit message, ne serait-ce qu'une suggestion ou une question, vous pouvez le faire sur Facebook, Twitter ou bien notre adresse mail. Et vous y retrouverez les chaussettes d'Hicham. Ouais, tout à fait. Qu'il est en train de photographier au moment même. Pour notre part, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode, plein de vulgarisation avec normalement un nouvel invité. On vous donnerait l'information quelques temps, enfin des indices quelques temps. Le prochain épisode, ça tombe sur une journée particulière? Ça tombe un tout petit peu après la journée de la femme, donc on fera peut-être un épisode un petit peu particulier. Peut-être. Peut-être qu'il y aura quelque chose de spécial alors. Peut-être parce qu'on peut tout à fait se planter dans nos enregistrements, c'est aussi possible. C'est aussi possible. En attendant, on vous embrasse. Merci beaucoup. Et puis on se croise à l'occasion pour un apéro ou une vulgarisation. Au revoir. Allez, à bientôt. Je lui dis d'aller se faire enculer. Vulgaire? Je trouve ça vulgaire. Oui, je trouve ça vulgaire.